Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans 6388, votre émission qui fait le tour de la création de jeux de société. Je suis Zéphiriel et pour animer cette émission, bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné du fabuleux Théo Rivière. Bonjour Théo. Salut Zéphiriel, comment tu vas ? Eh ben écoute, je vais très bien en cette période de fin d'été, et toi ? Écoute, c'est un peu la rentrée de 6388 et ce qu'on disait en off juste avant, j'enregistre cette émission matinée de est-ce que je sais encore comment faire et de trop bien, ça reprend, c'est cool. Donc je suis vraiment content d'être là. Et je suis très d'accord, je suis un peu en stress dans l'idée alors que ça devrait très bien se passer, il n'y a pas de raison. Mais on reçoit aujourd'hui un vieux briscard du monde du jeu de société en la personne de Pierrot Lalune. Bonjour. Salut, c'est toi le vieux. Alors, je pense qu'on va pas être très loin, effectivement, en âge l'un de l'autre, donc je vais pas trop m'avancer là-dessus, mais... Ouais, je pense que non, je t'enterre, quoi. J'ai 46, moi. Ah bah, j'ai 40 ans, hein, tu sais. Ouais, ça va, tu vois. Pas si loin. C'est pas si loin, mais c'est la folle jeunesse, 40 ans. C'est vrai. tu nous as fait le plaisir, l'honneur et le privilège de répondre à cette invitation pour venir discuter de l'illustration dans le jeu de société en général et voir comment ton expérience et ton passé nous permet d'avoir un nouveau prisme dans ce petit monde qu'est le jeu de société. Je te propose de sauter directement à pieds joints dans l'émission en commençant par te présenter toi-même. Ouais. Donc Pierrot Lalune, alors j'ai pas fait la liste de tout, hein, j'ai pris quelques jeux dont ton premier, donc Mr. Jack, Dice Town, Ghost Stories. J'ai appris il y a pas longtemps que c'était toi qui avais Ghost Stories, du coup j'étais honteux de pas le savoir. Château Aventure, Kero et donc plus récemment Mandragora chez Studio H. Ton premier... Comment ça s'est lancé, toi, ta carrière dans le jeu de société ? Alors, dans le jeu de société, comment ça s'est lancé ? En fait, j'étais joueur, tout simplement. Moi, j'ai commencé mes études d'art plastique pour être prof d'art plastique. J'ai pas fait ça très longtemps parce que j'étais pas très très consciencieux pour aller à la fac, parce que je m'étais aperçu que c'était pas obligatoire d'y aller. Et j'ai essayé de faire de la BD à cette époque-là. Et pendant 10 ans, j'ai essayé de faire de la BD et j'avais un travail alimentaire en fait qui me permettait de vivre. Et les dossiers BD, ça prend beaucoup de temps. J'étais pas très doué en fait, je pense en BD. J'avais pas le niveau pour être édité, je pense, avec le recul. Et en 2003, je pense que je retombe à fond dans le jeu de société. Alors je dis je retombe parce que c'était un truc que je faisais vraiment gamin avec mon cousin. Alors on a été éduqués ensemble, c'est comme mon petit frère en fait. On a beaucoup joué à des jeux de société dits modernes, parce que moi j'ai dû attaquer vers 12 ans, 13 ans, je sais plus, dans ces eaux-là. Il y avait une boutique des cartes à Avignon où je vivais, et on tombait dans Dungeon Quest, dans Full Metal Planet, dans ce genre de choses, on les avait. Et j'ai arrêté de jouer à des jeux de société pendant assez longtemps, un peu comme tout le monde en fait, pendant la période d'études, des trucs comme ça, où là tu joues au tarot, à la belote contrée, des trucs comme ça. Et je suis retombé dessus en 2002-2003, je dirais, avec les Aventuriers du Rail, Elixir, toute cette série de jeux en fait, Et puis je voulais faire un blog. À l'époque, ça se faisait, mais c'était même un site internet, je pense, avec ma table de jeu qu'on avait appelée les petits joueurs. Et parce qu'on jouait pas à des gros jeux en fait, c'était pas notre truc. Et je caricaturais ma table de jeu. Et un jour, je caricature ma table de jeu dans le thème des Chevaliers de la Table Ronde, parce je voulais faire une critique des Chevaliers de la Table Ronde. Et j'avais envoyé à Bruno, qui est catalan, qui avait un blog, un forum à ce moment-là, avec Ludovic Maublanc, avec Bruno Fedouti, avec Serge Laget. Et j'avais envoyé mon image où je m'étais caricaturé à l'intérieur d'une carte de Félon, et en lui demandant si j'avais son autorisation pour la publier sur internet quand je mettrais un jour le site en ligne, ce qui n'a jamais été le cas. Hein. Et puis il m'avait dit bah non c'est plutôt avec Days of Wonder, mais c'est toi qui as fait le dessin et tout. On a commencé à échanger, et puis un jour c'était en été, je reçois un mail un peu nébuleux de Bruno qui me dit, alors on s'était jamais rencontrés, hein, on s'était jamais vu, et il me dit j'ai un truc de fou à te proposer, voilà mon numéro de téléphone si ça t'intrigue. Et du coup voilà, je l'ai appelé, il m'a parlé d'un prototype donc qui s'appelait Une ombre sur Whitechapel.
qui deviendra Mr. Jack plus tard, en fait, un an plus tard. En fait, Une ombre sur Whitechapel était un prototype qui traînait avec Ludovic Maublanc depuis assez longtemps. Il faut savoir que dans l'histoire, le jeu de société, le jeu à deux, a eu un énorme succès début 2000, particulièrement en Allemagne avec Cosmos, qui avait toute une gamme de jeux à deux. Et en fait, ils ont saturé le marché. Le marché s'est entièrement saturé de jeux à deux. En France, on en avait aussi pas mal, puisque d'ailleurs, Bruno, on faisait beaucoup des jeux à deux, chez Descartes. Et le marché était complètement saturé. Le problème d'Une ombre sur Whitechapel, donc Mr. Jack, c'était qu'il y avait quand même beaucoup de matos, et du coup, ça voulait dire un jeu un peu cher. Et les éditeurs étaient assez frileux, parce qu'à ce moment-là, la mode des jeux à deux, c'était 20€ max, quoi. Et c'était Patrice Vernet, pour je sais plus quelle maison d'édition, qui faisait une petite maison d'édition qui faisait des prototypes de luxe, en fait. Ce qu'on appelait des prototypes, enfin des jeux en boîte à chaussures. Et il a tiré 250 exemplaires de Une ombre sur Whitechapel, qu'on a Ludo, Bruno et moi signés et numérotés. Et c'est comme ça que c'est parti, en fait. Le jeu s'est vendu en 3 jours. Et puis du coup, ça a intéressé Yves Menu, donc le patron d'Hurricane, qui a monté sa boîte pour éditer Mr. Jack. Sacré début d'histoire, quand même. Ouais, puis t'as vu court, hein. T'as vu, j'aime bien faire court. Oui. Non, mais c'est quand même fou, d'envoyer juste un petit sketch d'une carte à Bruno Catala qui te répond « Hey, en fait, tu dessines plutôt pas mal, il y a un truc à faire. » C'est un sacré contact, hein. Ouais, puis ce qui est rigolo, en fait, c'est que je l'ai vraiment pas fait à ce moment-là, dans l'espoir de travailler dans le jeu de société, en fait. Bruno était déjà très actif dans le milieu du jeu de société et assez connu, mais surtout, il avait peut-être pas cette aura qu'il a aujourd'hui de célébrité, même à travers le monde, en fait. Donc, aujourd'hui, Bruno peut placer ses copains entre guillemets, s'il a un illustrateur qui est bon ou un auteur qui est bon avec un bon jeu, il est capable de dire va vers tel éditeur, à la limite tu vas venir de ma part. Je dis pas que ça va forcément marcher, mais disons qu'il a ces connaissances là. À ce moment-là, moi je lui demande juste comme ça pour avoir son autorisation, pour pas aller à l'encontre de ses droits d'auteur, etc., quoi. Et c'est rigolo parce que je le faisais pas à ce moment-là pour ça. Par contre, il y avait un truc qui était certain, c'est que quand je découvrais les jeux de société moderne à travers, alors moi j'avais François Bruel et Franck Dion. Donc François Bruel, c'était l'illustrateur qui était qui travaillait beaucoup avec Philippe Despalières pour La Guerre des Moutons, pour Shazam, pour Kaamelott chez Asmodée à l'époque. Et il y avait Franck Dion qui faisait Mare Nostrum, qui faisait Service Compris, et je découvrais un univers graphique absolument incroyable, mais incroyable. C'est-à-dire, c'était vraiment, les jeux étaient beaux, et en fait, c'était pas du tout un milieu dans lequel je m'étais dit tiens, on peut faire une carrière là-dedans. Ça paraît fou, effectivement. Théo, toi, tu connaissais déjà cette histoire ou pas du tout sur le côté j'envoie un mail et je peux avoir un contact de ouf? Ouais, on me l'avait déjà raconté parce que c'est une très très belle histoire, quoi. Il y a vraiment ce truc qu'en plus que t'évoquais Pierrot à l'époque, mais que t'évoquais là, c'est que c'est en plus le milieu était complètement différent à cette époque-là. Il y avait beaucoup moins de monde, beaucoup moins d'illustrateurs, d'illustratrices, beaucoup moins d'acteurs d'une manière générale dans le milieu. Et c'est rigolo de moi, je bosse dans le milieu du jeu depuis presque une dizaine d'années maintenant, et quand je suis arrivé, Pierrot, t'étais déjà... c'est Pierrot, quoi, c'est quelqu'un... T'as une aura dans le milieu qui est quand même vraiment importante, quoi. Et donc, le moment où on m'a raconté ça, où je me suis projeté sur le jeune Pierrot, tout timide, quand on voit un mail disant « Bonjour, monsieur Catala, j'ai fait ça », il y avait un truc assez délicieux, donc j'aime beaucoup cette histoire. Alors, pour le coup, timide, je sais pas, hein, mais oui, j'y étais allé un peu franco, mais je lui donnais du vous, ouais. C'est la seule fois où j'ai vous voyez quelqu'un dans le milieu du jeu de société. C'est beau. Ce qu'il a pas dû apprécier Bruno Catala, je sais que c'est quelqu'un qui aime pas justement qu'on le prenne, qu'on le mette un peu sur un piédestal. Donc je pense c'est ça, oui. Il m'a dit de suite, on se tutoie. Ça a été direct cash. Ouais. Aujourd'hui, tu fais que l'illustration de jeux de société, ou tu as d'autres projets, d'autres contrats un peu transverses? Alors, je suis illustrateur de jeux de société et éditeur de jeux de société, mais je uniquement dans le milieu de jeux de société. D'accord, t'as laissé tomber tout ce qui était BD Alors, en fait, j'ai pas vraiment laissé... Enfin, si, j'ai laissé tomber de faire de la BD, oui, j'ai laissé tomber l'idée de faire de la BD, ouais. Je crois que je suis toujours pas assez doué pour faire de la bande dessinée. La bande dessinée, c'est vraiment un métier qui est très particulier, il faut savoir tout dessiner. Ce qui est d'abord loin d'être mon cas. Et en plus de ça, il faut avoir envie de passer 1 an au minimum sur un projet, et ça, c'est impossible pour moi. Je déteste ça, je supporterais pas d'être un an bloqué sur un même projet, et de voir toujours les mêmes têtes, les mêmes lieux, ça me poserait vraiment beaucoup de soucis. Après, dans la BD, moi, je suis issu du milieu de la BD, c'est-à-dire que très tôt, je tournais dans le milieu de la BD, j'avais 13-15 ans, je faisais déjà le tour ma première dédicace d'un auteur, j'avais 13 ans,
Et mon premier festival de BD, j'avais 15 ans, en tant que client évidemment, hein, mais je faisais tous les festivals, j'aimais beaucoup ça. Et en fait, quand je suis arrivé sur Aix, il y avait sur Aix-en-Provence, donc je venais d'Avignon, et il y avait une librairie qui était connue nationalement en fait, qui était tenue par deux anards, un couple d'anards savoyards, qui s'appelait la Bulle Noire, pardon. Et en fait, quand je suis arrivé sur Aix, en fait, moi je voulais trouver un petit boulot pour payer mes études, et de suite je suis allé les voir. Donc au début j'ai commencé à bosser pour des dédicaces, c'est-à-dire je faisais un renfort pendant qu'il y avait des dédicaces, parce que tout le monde venait dédicacer à la Bulle Noire. Et puis après j'ai fait le festival d'Aix, enfin de Pertuis entre guillemets /Aix en tant que renfort aussi, puis j'ai été embauché dans la librairie assez rapidement. Et en fait j'ai rencontré énormément d'auteurs de BD, dont tout le studio Soleil en fait, le studio Godferdom, donc Christophe Arleston, Didier Tarquin, Philippe Pellet, Dominique Latil, en fait toute cette bande là. Qui était d'Aix en fait, Aix et Marseille. Donc c'est devenu des vieux potes, je les connais depuis plus de 20 ans. Ouais. Et je suis toujours resté au milieu de la bande dessinée, et j'ai aussi rencontré Éric Cartier, donc un très très vieil ami à la Bulle Noire, qui est un dessinateur de BD qui est là depuis, il a une 60aine d'années, Éric, donc ça fait 40 ans qu'il doit faire de la BD je pense. Et j'ai fait de la couleur pour un de ses albums. Voilà, c'était un album de 150 planches qui était édité chez Delcourt, et c'était très rigolo parce que c'était un album qui retraçait parce que c'est un vieil anard, un vieux baba qui a fait le tour des États-Unis dans les années 70 à la recherche des babas. Et donc c'est quand même une BD qui est pleine de drogue et de flower power quoi. Et comme c'était des histoires qu'il me racontait depuis que j'avais 20 ans, quand vers mes 40 il m'a proposé de la mettre en couleur, je trouvais ça super fun, et du coup j'y suis allé pour le plaisir. Hormis ça, exclusivement jeu de société, il y a un thème ou une mécanique spécifique que tu aimerais travailler en fait, sur laquelle tu aimerais travailler, ou tu l'as déjà fait? Avec la 50aine de jeux que j'ai illustrés, je dirais pas qu'il y a un thème que je veux travailler. Je suis connu pour un style assez cartoon. Mon premier jeu, Mr. Jack, et mon deuxième, les plus connus, étaient vraiment estampillés cartoon en fait au niveau du style, assez comique, assez rond avec des gros yeux. Quand j'ai fait Ghost Story, ça me permettait justement de sortir un peu de ce thème-là en fait, et de cette approche-là. Aujourd'hui, comme à la base, j'aurais plutôt tendance même à être un dessinateur, je dirais pas dark et triste, mais j'ai tendance à faire des images un peu sérieuses d'habitude, en fait, pour mon plaisir, en fait. Et du coup, j'ai plus envie d'aller vers ça en ce moment. Ce que l'occasion que j'ai eue, par exemple, pour le Dixit Anniversary, parce que j'avais illustré Dixit Odyssey. Et quand Régis Bonnecé est venu me voir pour me dire on fait une version 10 ans de Dixit, on fait la version anniversaire, t'as 10 cartes à faire, la première chose que j'ai demandé c'est de pouvoir faire ce que je voulais en fait dans le style que je voulais. Et ça c'était cool. On l'a vu aussi, j'invite les gens qui nous écoutent à le googler pour le retrouver, mais t'avais fait une ex-ludis, donc une illustration pour, je sais plus, ça devait pas être pour la sortie, mais pour fêter Takenoko, qui est dans un style très différent de ce qu'on te voit faire habituellement, qui est un peu plus dark effectivement, et qui est vraiment merveilleuse. Si jamais vous l'avez pas vu, googlez Pierrot Takenoko, ça vaut vraiment le coup, elle est très très belle. Ouais, pour la petite histoire, Erwan, donc le patron de Bombix, qui est quand même un bon pote, hein, quand il me demande de faire le plateau, je pense qu'il demande plus à son pote et dont le nom est connu dans le milieu que véritablement à l'artiste qu'il pourrait respecter, parce que quand je lui envoie je lui dis moi je veux bien faire ton plateau, mais je te préviens je vais faire un truc à ma sauce quoi, si ça te va, parce que j'étais vraiment entre plein de projets, j'avais pas trop le temps et je voulais vraiment me faire plaisir en fait sur une illustration parce que je savais que j'allais la faire la nuit. Et il me dit oui, fais ce que tu veux. Et je lui envoie mon image et il me dit ah mais en fait t'es bon. C'est parfait. Je pense il détestait vraiment tout ce que je pouvais faire, et là il l'a trouvé très bien. Et il me l'avait dit un peu cash. Ça m'avait fait très plaisir parce qu'effectivement mais oui quand tu prends plus de plaisir et quand tu vas vers des trucs qui te titillent en fait, qui te rendent qui t'excitent après 15, 16, 17 ans de carrière, t'es forcément meilleur quoi. Ouais, normal, ça vient de chercher vraiment les choses plaisantes. Est-ce qu'il y a un jeu que tu aurais voulu faire, ou un jeu que tu aimerais faire sur un thème particulier quel est ton idéal en fait, si demain on te demande d'illustrer n'importe quel jeu, n'importe quel truc, même si c'est une réédition, n'importe quoi?
Alors, Question piège, hein. Non, c'est pas vraiment piège parce que, alors, j'aurais tendance à dire de suite vers les jeux du cœur, quoi. Tu vois, le Chevalier de la Table Ronde, par exemple, typiquement, c'est un jeu que j'adorerais illustrer parce que c'est un jeu qui est tellement beau. Mais pour en avoir vu 2 versions, c'est-à-dire la version de Julien Delval, qui est pour moi quand j'ai ouvert la première fois la boîte des Chevaliers de la Table Ronde, je me rappelle, c'est une vraie émotion. C'est-à-dire, j'ai découvert ce qu'on pouvait vraiment faire dans un jeu de société avec quelqu'un qui avait exactement compris ce qu'il fallait faire dans l'illustration d'un jeu de société. C'est-à-dire, son plateau, si tu le regardes de très près, c'est le réflexe que je vais avoir, en fait, pour regarder les détails, les trucs comme ça, tu te dis, ah, ouais, c'est pas très fignolet. Mais en fait, quand tu le regardes à distance de jeu, Julien Delval, qui est un artiste incroyable, a exactement compris à quelle distance, parce que l'avantage c'est qu'il travaille en traditionnel et je pense que ça aide vachement, il sait exactement à quel niveau on est de la table, à quel niveau on est de son plateau et à quel moment il va justifier l'équilibre entre l'esthétique et le lisible en fait. Et du coup, ça crée quelque chose qui est incroyable. Et oui, alors, et puis Franck Dion a été le premier illustrateur des Chevaliers de la Table Ronde. Et donc ces illustrations sont jamais sorties puisque finalement le projet a été abandonné en l'état et c'était magnifique. Donc j'aurais jamais le niveau de ces 2 gars et d'arriver avec mes propres illustrations, mais c'est un jeu de cœur, un vrai jeu de cœur. Après maintenant j'aimerais beaucoup illustrer Ghost Stories V2. Ouais. Il y a un truc de prévu ou c'est juste du... Non, bah il y a eu Last Bastion, mais c'était pas Ghost Stories V2. C'est-à-dire que voilà, tu vois, à un moment j'ai failli illustrer Ghost Stories V2 puis c'est devenu Last Bastion. Mais illustrer Ghost Stories V2 ça aurait été chouette. Théo, tu as une question particulière sur ce thème-là avant qu'on passe sur la relation éditeur-artiste? Non, c'est chouette de voir tout ça, et c'est effectivement chouette de voir que malgré tout, tu parlais du fait que tu avais un style très précis, tu as quand même une carrière très diverse sur plein de jeux différents, plein de formats, avec plein d'éditeurs différents aussi, ce qui est quand même vraiment impressionnant, quoi. Vous avez jamais travaillé ensemble, vous deux? Si, on a eu l'occasion sur Foufoufou, qui est griffonné par Pierrot, qui a pas voulu dire qu'il illustrait parce que c'est un style plus en ligne que ce que tu fais d'habitude, alors que je trouve que ce style est merveilleux, et que illustrer tu mériterais tous les éloges possibles sur Foufoufou aussi. Mais c'était un jeu un peu con, c'était rigolo de mettre gribouillé, quoi. Oui, ça allait dans le sens du jeu d'une manière générale, mais on a eu l'occasion de bosser dessus sur Foufoufou et sur son extension standalone Plaisir d'offrir, qui en plus est un jeu assez particulier puisque Pierrot tu l'as illustré 2 fois, puisque après l'avoir signé chez Kif t'as très vite démarré le boulot d'illustration et avant la sortie, en discutant entre autres avec votre distributeur, on s'est rendu compte que le style graphique collait peut-être pas forcément exactement avec la promesse du jeu et pareil, non sans ronchonner, mais sans réchiner à la tâche non plus, t'es retourné à la tablette à dessin et tu nous as proposé un style qui était vraiment très différent. Donc c'est un jeu qui a été illustré entièrement 2 fois, ce qui est quand même pas souvent, quoi, même si j'en connais d'autres. Et donc on a bossé ensemble dans ce contexte-là. On va venir sur la relation éditeur-artiste, parce que c'est quand même un truc qui nous concerne le plus dans l'émission. Comment ça se passe pour toi, lorsque tu es contacté par un éditeur pour savoir si tu veux ou si tu es dispo ou si un projet te botte un peu, comme tu es un peu un vieux de la vieille, est-ce que t'as une relation particulière avec les éditeurs? J'imagine que oui, parce qu'en vrai tu dois connaître quand même pas mal de monde dans le milieu. Est-ce que c'est un auteur qui peut te recommander directement? Est-ce que c'est un auteur qui vient te voir en disant tiens j'ai ce projet là, je vais le proposer, est-ce que ça te dit de l'illustrer pour qu'on le propose à un éditeur? Est-ce que t'as eu plusieurs cas différents, mais dans l'idée, quel est le plus facile pour toi, quel est le plus courant aujourd'hui? Alors en fait, c'est un peu particulier parce que, comment dire, comme je suis effectivement un peu le vieux de la vieille, je suis arrivé à une période un peu particulière dans le milieu de jeux de société. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu un vrai essor, mais ça, je vais essayer de pas défoncer ton fil conducteur. Vas-y, défonce. Il y a quand même une période où les choses ont vraiment évolué, particulièrement dans le jeu de société français dit moderne, qui colle à peu près avec mon arrivée dans le milieu. Alors, en aucun cas, je ne suis responsable de ces changements. J'étais à l'intérieur à ce moment-là. Et effectivement, les choses ont vachement évolué. Et en fait, pour la petite histoire, quand Mr. Jack est sorti sous le vrai nom de Mr. Jack et qu'il est sorti à Essen en 2006,
Bruno Catala me dit, en fait, il s'avère que Bruno Fedouti habitait à Avignon à l'époque, et une de ses tables de testeurs, c'est-à-dire c'est des copains avec qui il teste, on appelle ça les testeurs, c'est-à-dire des gens avec qui il va régulièrement jouer à ses protos pour les faire évoluer en fonction de leur retour, etc. Il avait une grosse table à Aix, qui sont des amis depuis, et Bruno me dit, Bruno Fedouti va monter à Essen, il vient me prendre Serge Lager et moi à Lyon, parce que Serge Lager habite à Lyon, et on monte à Essen en voiture, il y aura sûrement une place dans la voiture, viens avec nous. Et je fais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse à Essen ? Déjà, je parle pas allemand, et puis, moi, je suis très excité à l'idée d'aller à Essen, parce que c'était le Graal un peu du festival de jeux de société, mais j'y avais jamais mis un pied. Et en fait, il me dit, comme ça, tu rencontreras des éditeurs, je te présenterai du monde, etc. Et puis, on verra notre jeu ensemble. Et puis, je lui dis, mais à ce moment-là, est-ce que j'amène des FUD pour faire des dédicaces ? Et il me dit, ah, ce serait trop cool et tout. Et en fait, ça avéré que j'étais le premier à faire ça, en fait, les dédicaces sur un festival, et particulièrement à Essen. Et en fait, on arrive sur le festival, donc là je rencontre. Alors là, moi je suis quand même monté avec 3 parrains à l'époque, Bruno Fedouti, Serge Lager, Bruno Catala. J'étais un peu dans la Rolls-Royce des auteurs. La mafia. Ouais, c'était vraiment ça, mais c'était mes parents. En plus, je les suivais partout. Et on arrive sur le festival, donc j'avais jamais vu Essen. Faut savoir que Essen, c'est vraiment, vraiment gigantesque. Surtout que je suis pas fan du monde, donc c'est vrai que ça m'avait un peu surpris et un peu pris de court. Et on se retrouve sur notre petit stand et il y a un gars qui débarque et qui demande à Bruno de lui faire une dédicace, de signer sa boîte. Et Bruno accepte évidemment, il fait il y a Pierrot qui est là, c'est l'illustrateur. Ah bah ouais Pierrot, ah bah cool, on avait déjà parlé sur Trick Track, ouais je veux bien une boîte, je veux bien une dédicace. Et moi, on n'était pas installés, je sors mon crayon, mon feutre et je lui dis tu veux quoi dedans ? Il me dit je veux Bruno nu. Et ça m'a donc ça m'a mais parce que je m'étais même pas aperçu que j'avais la main qui tremblait, que j'étais en train de réaliser que je n'avais jamais essayé de dédicacer au fond d'une boîte. Donc dessiner sur un papier, ça je sais faire. Dessiner au fond d'une boîte, c'est très compliqué parce qu'il y a le rebord de la boîte. Oui, bien sûr. Donc la position de la main n'est plus du tout la même. Et je m'aperçois que je suis en train de trembler. Et là j'entends Bruno nu. Et du coup, ça m'a décontracté de suite. J'ai fait Bruno nu, évidemment, parce que je peux pas refuser ça à quelqu'un quand même quand c'est demandé si gentiment. Et du coup, c'était ma première dédicace dans un Mr. Jack. Et à partir de là, en fait, cette personne, je ne sais absolument pas qui c'est, je me rappelle plus de la personne. Je crois que c'était un Olivier, mais je suis même pas sûr, parce que ça a quand même bien 16 ans. Et en fait, il était avec des potes qui du coup ont pris des boîtes aussi pour avoir des dédicaces. Et en fait, je me suis installé. Pendant 4 jours, je n'ai fait que ça. Mais de 9h du matin jusqu'à 8h du soir, on faisait que ça. Tout le temps. Et c'était formidable. Mais du coup, j'ai rencontré Thomas Provoust de Ropoprod. J'ai rencontré Hicham de Matago. J'ai rencontré Cédric Huet de Ferti. C'est-à-dire que tout le monde venait voir un petit peu ça. Et puis venait discuter, passer sur le stand d'Hurricane. Et puis du coup, j'ai rencontré tout le monde comme ça. Et c'est comme ça que j'ai créé mes premiers liens dans le milieu, en fait. C'est-à-dire que c'était vraiment... C'était pas que j'avais des... Enfin, si, c'était des copains, mais c'est un milieu qui est très, très particulier. La frontière, elle est pas très, très imperméable, quand même, entre amitié et relations professionnelles. En tous les cas, en ce qui me concerne. Et c'est vrai que je suis devenu assez pote avec Hicham, avec Thomas Provoust, etc. Et quand il s'est avéré qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour faire un jeu, ils m'appelaient moi, en fait. Et c'est comme ça que ça a démarré assez rapidement. La relation, justement, comme tu l'évoques, la relation amitié professionnelle, elle est pas, je vais pas dire délicate, mais parfois, moi j'ai l'impression de marcher sur des œufs si je commence à avoir quelqu'un dans mon milieu professionnel qui commence à être un ami sur la façon dont je parle, la façon dont ce que je peux dire, ce genre de choses. Mais c'est un milieu très particulier. Mais dans le jeu de société, je me rends pas compte de à quel niveau on arrive à lier les deux professionnellement. Et l'amical et professionnel sans pour autant avoir l'impression de se faire avoir. Alors je mets des gros guillemets là-dessus parce qu'on joue de confiance, d'amitié en fait. Je sais pas si je suis clair dans ce que je disais. Non, c'est très clair, mais en fait, alors encore une fois, comme je disais, c'est un milieu où il y a personne qui se vous voit. Et moi, moi déjà à la base, je vous vois personne, même quand je travaille dans des commerces, j'ai jamais voyé mes clients parce que j'ai jamais réussi à le faire en fait. C'est un milieu qui est quand même plutôt sympathique, même encore aujourd'hui, même si le milieu a énormément évolué, énormément grossi, ça reste un milieu sympathique. En fait, ce qu'il faut quand tu as une relation professionnelle / amicale, ce qu'il faut, c'est la seule vraie base, c'est la sincérité. C'est-à-dire savoir compartimenter à quel moment c'est le professionnel qui parle ou le pote qui parle.
Moi, par exemple, typiquement, j'ai une relation d'ultra confiance avec Hicham, donc anciennement Matago et Studio H aujourd'hui, avec qui j'ai quand même illustré énormément de jeux. On est vraiment amis. Il était invité à l'anniversaire de mes 40 ans, il était descendu de Paris pour mes 40 ans, donc on est vraiment amis, je pense. Et on a une relation on s'appelle pour se demander des nouvelles ou savoir comment ça va, etc. Et puis du coup, quand on bosse, on a ce mélange-là. Par contre, il y a un moment où je lui dis, attends, ça non. Là, tu demandes ça à ton pote, mais tu demandes pas ça à l'illustrateur parce que je vais pas le refaire 8 fois ton jeu. 6 fois ça passe, mais pas 8 fois. Tu vois. Donc, non, moi, en plus, j'ai eu une démarche très tôt, c'est-à-dire que, et ce que je pense tous les illustrateurs devraient avoir, c'est que j'étais passionné de jeux de société, mais c'était quand j'ai fait mon premier jeu, je voulais être payé en fait, parce que je voulais en faire un métier. Et qu'est-ce qui différencie ta passion d'un métier ? C'est qu'à un moment, ton métier, tu te fais payer pour le faire. Et parce que tu vas en vivre. Et c'est pour ça que t'en fais un métier. Et moi, dès le départ, en fait, j'ai établi des tarifs. Ce qu'il faut voir, et encore une fois, je veux absolument pas défoncer ton fil conducteur, mais moi, je suis arrivé à une époque où la majorité des jeux étaient soit illustrés par des personnes de la famille de l'éditeur, soit par des vieux copains, et en règle générale, tous venaient du milieu du jeu de rôle. Et il faut savoir que le milieu du jeu de rôle, c'est un milieu où on gagne pas tellement bien sa vie et où les tarifs sont assez ridicules en fait. Et donc du coup, moi quand je suis arrivé et que j'ai annoncé des prix, parce que qu'est-ce que j'avais annoncé comme prix ? J'étais allé voir sur internet, j'avais fait gentiment à l'époque c'était Yahoo, donc j'avais fait mon petit Yahoo, j'avais dit comment on se fait payer quand on est dessinateur. Alors j'étais tombé plus sur des tarifs de graphistes, de trucs comme ça, mais qui reposaient sur des principes assez simples. Et j'ai annoncé mes tarifs à partir de là. Et du coup, t'as, de suite, à partir du moment où tu annonces un prix, tu mets une barrière professionnelle là-dedans parce que tu sais que ton temps a un coût, que le temps de ton éditeur a un coût, donc il faut, ça reste professionnel à l'arrivée, quoi. D'accord. Théo, tu relates le côté amical, professionnel à gérer de façon parfois un peu délicat ? Ouais, clairement, c'est pas toujours facile parce que, notamment sur les retours, sur les reproches, moi donc j'ai un peu moins ce côté de... Le développement d'un jeu, c'est plus itératif qu'une illustration. On va de toute façon faire beaucoup de versions, etc. Donc va y avoir beaucoup d'allers-retours. Mais effectivement, il y a un moment où parfois il y a des discussions moins sympathiques à avoir sur le côté éditorial. Et quand l'éditeur c'est aussi ton pote, ça peut avoir l'air moins évident. Mais effectivement, un peu comme Pierrot, j'ai l'impression que même des gens avec qui je suis très ami, je pense à Greux Games par exemple, avec qui je travaille régulièrement, on arrive à faire vraiment le distinguo entre le moment où on fait une blague et c'est cool et on passe un moment ensemble et on s'amuse, et le moment où on s'envoie un mail où on garde le même ton globalement, mais on sait que c'est un peu plus sérieux parce que c'est pour le travail et donc il faut que ça soit un peu plus carré, un peu plus clean. Donc je rejoins parfaitement Pierrot sur le fait que le milieu est globalement un milieu, même aujourd'hui, et même pour moi qui suis arrivé un peu après, un milieu vraiment avec des relations amicales fortes pour plein de gens, mais sur pas mal d'aspects qui arrivent à être quand même assez pro sur le distinguo en tout cas. Je trouve ça fou justement qu'on arrive à lier correctement les deux. Alors je mets des guillemets sur correctement, parce que j'imagine très bien qu'il peut y avoir quand même des choses qui se passent, mais parce que j'ai toujours eu cette impression que si on mélangeait trop amical et professionnel, il y en avait toujours quelqu'un qui se faisait avoir dans le lot. Et très souvent, c'était celui qui était en position de... Pas en position de force. Mais là, vous êtes en train de me prouver que en fait, ça peut fonctionner, quoi. On peut vivre d'un truc de passion, avoir des amis sincères dans le milieu et travailler avec eux sans avoir de problème, ni à se faire payer, ni à gagner sa vie de façon à peu près correcte. Pour reprendre, parce qu'on est trois dans la conversation et qu'il y a Théo et que je considère Théo comme un ami et que pour avoir justement travaillé avec lui longtemps après l'avoir connu, on peut... moi, si par exemple, quand on illustrait Foufoufou, je montrais mes illustrations au projet, ou j'ai aucun problème à ce qu'ils me fassent des critiques. Même aussi violentes puissent-elles être. Je veux dire, si... ça a dû rêver sur plusieurs illustrations où Théo ou Corentin me disaient « Non, mais ça, par contre, je comprends pas le truc » ou « Ouais, je la trouve moyen drôle » ou un truc comme ça. On la change. Après, on peut faire preuve de beaucoup de sincérité et de bienveillance tout en étant professionnel et à la fois amitié. Enfin, je pense que ça, c'est vraiment une question de la façon dont on établit des liens avec les humains, en fait, tout simplement. Et on peut travailler en intelligence tout en étant cool et pro, et sans qu'il y en ait un, justement, qui soit lésé, quoi. Ouais, 100%. Moi, je me retrouve dans ça sur le côté, justement, c'est même plus facile pour moi, en tout cas,
de se dire ah bah je sais comment m'adresser à mes amis d'une manière générale et je sais comment m'adresser à mes éditeurs quand j'ai un truc à faire, et c'est plus facile avec des gens que j'aime bien et des gens avec qui j'ai l'habitude de papoter, parce que je sais où est-ce qu'il faut que je mette des pincettes, je sais où est-ce que je peux pas en mettre, etc. Et donc à partir du moment où dans cette relation de travail où c'est souvent affaire de porter un jugement et de donner ton avis, tu le donnes quand c'est le moment où tu peux le donner et avec la forme que tu dois mettre en fonction de ton interlocuteur, j'ai l'impression que ça se passe très très bien. Et après, l'autre élément qu'il faut pas exclure non plus, qui est à part, c'est d'une manière générale, le milieu du jeu est aussi un milieu gentiment professionnel, on va dire. Mais ça reste un milieu qui est souvent un peu à l'arrache sur certains aspects, souvent sur des relations qui ressemblent à ça, pas extrêmement carré sur tout, ce qui est pas un reproche, hein. Moi je me retrouve assez bien dans cette manière de fonctionner sur plein de trucs, mais ce qui fait aussi que on est dans des logiques où une relation amicale peut bien survivre là-dedans, parce que on n'est pas sur un milieu de requins où les éditeurs essayent de manger les auteurs et les autrices en essayant de les arnaquer sur les pourcentages, on n'est pas sur un milieu où les gens ne payent pas, on est globalement sur un milieu plutôt positif dans son ensemble, peut-être aussi un peu parce que ça a été beaucoup de relations amicales pour plein de gens, et donc ça a construit le milieu un peu comme ça, quoi. Faudra qu'on fasse un jour une émission, on dit ça à chaque fois, mais sur est-ce que le milieu du jeu de société, entre guillemets, est pauvre ou riche, dans le sens qui gagne vraiment le plus d'argent là-dedans, parce que j'ai l'impression que tout le monde me dit en permanence ça se passe bien, c'est passionné, c'est amical et on en vit, mais j'ai toujours l'impression que finalement c'est un seuil de vie qui peut être assez difficile par moment, et donc du coup pour moi il y a un truc qui dans la machine qu'il faut explorer là-dedans. Comme je mets ça de côté tout de suite avant qu'on s'engouffre dans cette phrase. Pour une émission spéciale. Oui, voilà, ouais, parce qu'il y a plein de choses à dire. On fera une émission avec tous les rachetés et les millionnaires du monde du jeu qui nous diront ah moi j'ai acheté un château, moi j'ai monté une boîte pour faire des jeux de cartes. Ouais, mais un des bons trucs à garder en tête, c'est quand même que par exemple Asmodée, qui est aujourd'hui là une des plus grosses boîtes de jeux de société au monde, à la base c'est 4 potes, quoi. Ouais. C'est 4 Oui, potes voilà. qui mettaient leur jeu de rôle au fond de leur partenaires, enfin de leur voiture utilitaire, et qui faisaient le tour de France avec une voiture, quoi. Et aujourd'hui ils sont 400. Alors je suis certain que c'est pas 400 potes, mais je pense que la base elle est là aussi, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs de jeux de société qui se sont montés comme ça et dans cet esprit-là. Oui, mais ça, je doute pas de ça, mais et après on clôturera cette grande parenthèse, mais tu vois, finalement, dans Asmodée aujourd'hui, c'est une énorme compagnie, hein, c'est tentaculaire, il y a beaucoup de choses, et j'imagine beaucoup d'argent qui circule, et je dis ça dans le bon sens du terme, hein. Il n'y a aucun reproche du fait j'ai pas de problème sur le fait qu'une compagnie ou des gens se fassent de l'argent avec leur travail, mais dans l'idée, il y a beaucoup d'éditeurs qui ont du mal, finalement, après la sortie d'un jeu, à rejoindre le debout et pouvoir remonter un jeu derrière, et qui sont sur des économies bout de chandelle pour pouvoir justement faire leur fin de mois ou faire leur fin de bilan. Donc du coup, je me dis à quel niveau ça bascule, et à quel niveau en fait il faut pouvoir se dire ok, la passion prend un peu plus le pas, ou l'amitié prend un peu plus le pas sur le fait de mieux payer quelqu'un, ou justement d'essayer de gratter un peu plus la couverture vers soi pour essayer de gagner plus d'argent, en fait. Donc je pense qu'il y a un truc à digérer un peu là-dedans, quoi. Voilà, c'est tout. Je referme cette parenthèse tout seul avant que vous relanciez le truc. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais repartir sur le début de mon conducteur, du coup. Le côté éditeur-artiste, toujours. Qu'est-ce qui, toi, te fait accepter un contrat Est-ce que c'est l'auteur de jeu avec qui justement, c'est un bon pote et ça te fait kiffer de travailler avec? Est-ce que c'est le jeu en lui-même parce que on t'en a parlé et il t'excite? Est-ce que c'est un thème que tu as envie d'explorer? C'est quoi? Alors, peut-être pas 80%, mais on va dire, je pense bien 70% des jeux que j'ai illustrés sont des jeux que j'ai essayé directement, souvent avec l'auteur, ou sur un festival, ou sur les rencontres ludopathiques de Bruno Feduti, qui est une espèce de festival privé, entre guillemets, pour simplifier la chose. Donc c'était des jeux, par exemple typiquement Dice Town, on était chez Sébastien Pochon, je crois, dans sa salle de jeu. Bruno et Ludo font tourner le proto de Dice Town, et du coup je me joins à la table parce qu'on était assez nombreux, et à la fin de la partie je fais ok, ça va trouver un éditeur, et c'est moi qui l'illustre en fait.
Et alors ça fait beaucoup rire Bruno et Ludo, et Bruno fait avec plaisir quoi, mais il faut trouver un éditeur. Mais on va trouver un éditeur, il y a pas de souci. Et Ghost Story, ça a été un peu la même histoire, et ça a été la même période, c'est parce que c'était un festival en Suisse, je crois, un truc comme ça, où Antoine me fait essayer à son tout premier proto de Ghost Stories. Et je dis, mais ça, le jour où tu trouves un éditeur, je veux en être, je veux faire ce jeu, je veux illustrer ce jeu, je l'aime à la folie, je le veux. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc en fait, ça part souvent d'un jeu que j'ai joué, une aventure auquel j'ai envie de participer, en fait. Et après, qu'est-ce qui me fait accepter un contrat ? Alors, il y a aussi un élément assez... c'est quand j'ai besoin d'argent, je vais accepter plus facilement des contrats. Mais sinon, globalement, c'est quand un projet te plaît. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir être un petit peu plus sélectif sur mes projets, suivant les périodes de ma vie. Et donc, je vais accepter un thème, je vais accepter un... Alors, un auteur, je dirais pas que... Alors, je m'étais fait une liste au début de ma vie des auteurs avec qui je voudrais travailler. Et à part Serge Lager, je les ai tous faits. Donc, je suis assez content. C'est ça ma petite bucket list. Donc cela, c'est bon. Après, les auteurs, c'est toujours pareil. Je prends Théo, par exemple. Je suis ravi d'avoir bossé sur un fou avec Théo. J'aurais adoré faire... Ça aurait été moins bien fait. Mais son jeu... c'est pas Skull and Bones. Théo, aide-moi. Ton jeu chez... Sea of Clouds ? Sea of Clouds, putain, je sais pas pourquoi je vois cette tête de main. J'aurais adoré ça, typiquement. Là, il y a un thème, mais Miguel Coimbra le fait quand même beaucoup mieux que moi, je pense. Voilà, t'as envie de travailler, mais typiquement, quand Théo fait un jeu pour enfants, je suis pas le genre d'illustrateur qui fait de l'illustration pour jeux d'enfants. Je suis pas très très bon pour ça. Donc, le thème, l'auteur me ferait pas accepter. Ça dépendra vraiment du jeu, en fait. Le jeu peut vraiment, le jeu en soi va vraiment jouer un rôle, ouais. Est-ce que j'avais pas réussi à bien... On a fait... T'es le troisième illustrateur qu'on reçoit. On avait reçu Camille Chaussy et Anétique pour une émission spéciale. Et j'ai pas réussi à bien poser cette question, alors je vais essayer de mieux la poser. Est-ce que toi qui es joueur, tu joues beaucoup, tu testes beaucoup de nouveautés, etc. Et puis t'édites aussi, donc t'as un regard qui te permet de voir, sans avoir la science infuse, puisque personne ne l'a, hein, mais un peu le potentiel de réussite d'un jeu. Est-ce que des fois tu peux te dire, ce jeu... je vais clairement accepter de l'illustrer parce qu'à mon avis ça va cartonner et alors je sais pas comment t'es rémunéré systématiquement, je sais que les différents modèles existent, mais à mon avis ça va cartonner, on va en vendre plein, et donc en termes de rémunération ça va être intéressant pour moi. Est-ce que tu peux avoir ce genre de réflexion ou pas du tout ? Alors tu peux avoir ce genre de réflexion, tu peux avoir, en fait, par exemple Ghost Stories typiquement, quand j'y ai joué la première fois, je me suis dit ça c'est fabuleux, je veux être... en plus le thème était fabuleux, il y avait tout qui m'allait. Et je savais que potentiellement ça pouvait être un énorme succès. Dice Town c'était pareil, Mr. Jack c'était pareil. Après tu peux te tromper déjà d'une part, c'est-à-dire croire que tel jeu va trouver son marché et pas du tout en fait, et passer. Tu vois par exemple Kiro récemment, Kiro j'étais persuadé que ça allait être un carton. Et je crois un peu comme Nagaraja chez le même éditeur dont tu es co-auteur, Théo. Ouais. C'est des jeux qui sont pour 2 joueurs avec beaucoup de matos, donc du coup un prix un peu élevé. Aujourd'hui ça plus trop de sens de faire des jeux à 2 aussi chers, en fait. On est un peu revenu dans cette boucle-là. Et j'étais persuadé que ça allait être un carton, et ça l'a pas été, en fait. Ça a pas été un flop, mais ça a pas été un carton. Donc, je peux être capable... Mais par exemple, à l'époque, Cédric Comon et Thomas Provost, quand ils ont le proto de Seven Wonders entre les pattes, je crois que Cédric Comon me demande plus par politesse, parce que je sors de Ghost Stories, est-ce que j'ai envie d'illustrer Seven Wonders ? Je connaissais le jeu, mais j'étais sûr que ça allait être un carton phénoménal, mais je suis juste nul pour faire de la perspective et des bâtiments, donc j'étais vraiment pas le meilleur pour illustrer ce genre de jeu, et voilà, j'ai dit non, je le fais pas. Ça serait cool, j'aimerais être capable, mais ça sera pas moi. D'accord, mais du coup, tu réponds à une de mes prochaines questions, c'est que la plupart du temps, le thème est déjà... t'as l'occasion de jouer au proto, c'est parce que tu m'as dit dans 80% des cas, c'est ce qui te fait donne envie de pouvoir participer au projet. Et le thème est déjà définitif sur la plupart des projets. Parce que j'ai l'impression que, de mémoire, et je me trompe peut-être sur nos propres émissions, j'aurais mal, mais que Anne et Camille nous disaient que parfois le thème pouvait quand même évoluer au fur et à mesure du temps sur un projet qui avait une mécanique un peu pensée, que le thème allait un peu parfois se diluer sur autre chose. Alors ça m'est arrivé de tester de jouer à un prototype qui, quand on l'a illustré, on est passé à la phase d'illustration, le thème avait été changé. Ça avait été le cas pour un jeu qu'on avait fait avec Antoine Bozache et Hurricane, justement, qui s'appelait Hurricup.
Le proto s'appelait Bolides et on était vraiment dans le thème des petites voitures, les fous du volant, quoi, en fait. Et le thème final a été les courses de vieux bolides dans les années 30 à Monaco. Donc on était beaucoup moins cartoon et beaucoup moins là. Alors ça restait le thème des voitures, mais c'était vraiment plus du tout le même traitement. Et ça m'est arrivé une fois en 50 jeux, et je pense que ça c'est possible qu'avec Hicham. Donc c'était à l'époque, c'était pour Matago, c'était pour Okanagan. J'ai commencé à illustrer un jeu dont on ne connaissait pas encore le thème. C'est-à-dire j'ai commencé à faire le jeu, à faire les illustrations, mais on savait pas dans quel thème ça allait se prendre place. Oh, dur. Original, on va dire. Ça, c'était une grande première. Au bout d'un moment, j'ai dit à Hicham, t'es sûr c'est parce que c'est pas dans ce sens-là qu'il faut faire, normalement. Il me dit, oui, mais ça va peut-être nous faire naître des idées. Ah, ok. C'est beau. Oui, alors à l'arrivée, je sais pas trop. Mais non, du coup, on a bien recollé au truc, mais c'est vrai qu'on n'avait pas de thème. Est-ce que tout ce qui est... on avait posé la question à Anne et Camille, mais tout ce qui est mood board, tout ça, on te le présente sur un jeu, même proto, quand on fait appel à toi, ou est-ce que c'est toi qui vas venir avec des idées en disant « Ah, je pense à ça, tout ça ?» En règle générale, on te présente le matériel, en fait. Et c'est souvent par l'envoi d'un proto que tu réalises véritablement, parce qu'un plateau, par exemple, sur une image d'ordinateur, tu vas avoir l'impression que le plateau est immense, et en fait, il s'avère qu'il est tout petit ou inversement. Donc c'est bien de recevoir un proto fait par les auteurs, parce que tu sais que même si ça peut bouger pour des réalités de fabrication, en fait, tu reçois un proto et ça te projette déjà. Et à partir de là, en fait, tu vas avoir c'est là où tu peux avoir, moi en tant qu'illustrateur, c'est là où je vais pouvoir apporter peut-être ma sauce sur ah ouais, mais ça, si on le fait comme ça, si j'illustre ça comme ça peut changer ça. Ça peut changer le tel matériel, tel truc. C'est assez rare quand même au final, mais par exemple Dice Town, au début, il y avait des paravents. Parce qu'il fallait garder des secrets. Et donc du coup, Hicham propose de faire des gobelets, donc comme en Perudo. Et donc en fait, il y a des choses qui peuvent bouger en raison... soit parce que l'auteur n'y a pas pensé, soit parce qu'il s'est dit que c'était trop cher, ou au contraire qu'il a proposé un truc mais qui était incroyablement cher à faire à la fabrication. Et l'illustrateur, en tant qu'illustrateur, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai pas d'exemple qui me viennent en tête évidemment, mais parce que ça serait trop beau, mais en faisant l'illustration, je me suis dit ouais, mais en le prenant comme ça, si on change ça va mieux marcher d'un point de vue ludique. Ça arrive. Est-ce que en fait, je suis en train de me rendre compte que tout pour toi, la plupart du temps, c'est assez... c'est la meilleure façon de travailler, parce que très souvent, avec Théo, on se disait que quand l'illustrateur intervenait sur un jeu, il venait en seconde phase, une fois que le jeu était finalisé en termes de mécanique et de règles, et que c'est là où il fallait commencer à taffer le côté illustration visuelle, et que très souvent la relation auteur et illustrateur était complètement mis de côté, et que c'était l'éditeur qui s'en occupait, et que du coup l'échange était parfois très parcellaire. Mais toi du coup c'est pas du tout le cas, puisque tu viens très souvent en fait à l'occasion du proto, tu le testes, tu te places sur l'envie d'illustration, et du coup c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, en fait, ça va vraiment dépendre des auteurs avec qui tu vas travailler. Il y a des auteurs qui aiment être impliqués dans le processus créatif. En l'occurrence, Bruno Catala intervient beaucoup. Il aime énormément faire partie de ça. Je pense que la majorité des auteurs ont envie de ça. Il est utile pour l'éditeur, et là je parle en tant qu'éditeur, il est utile pour l'éditeur de savoir compartimenter ça. Là, on sort de la production d'un jeu où je n'ai pas fait les illustrations, et où il y avait 3 auteurs, et j'ai vraiment fait un mur entre les auteurs et l'illustrateur, parce que ça faisait trop de demandes pour l'illustrateur d'un coup, et ça complique tout, en fait, ça ralentissait tout et ça compliquait tout. Pas que les auteurs et l'illustrateur ne se seraient pas entendus ou quoi que ce soit, mais ça compliquait, ça rallongeait toute forme d'échange et de propositions, etc. Donc il est des fois bien que l'éditeur, et moi ça m'est arrivé la majorité du temps, il y a qu'avec quelques auteurs où comme c'est des amis en fait, même si l'éditeur ne veut pas, je passe par mon mail perso et je vais discuter tranquillement avec les auteurs pour avoir leur avis, ce qui arrive assez régulièrement. Mais c'est bien que l'éditeur soit quand même l'arbitre vraiment de ça. S'il y a des auteurs qui savent se contrôler et savent écouter la voix de l'éditeur, parce que c'est lui qui doit donner son mot, le mot final. Si l'auteur est capable de respecter ça, oui, il peut échanger avec l'illustrateur, mais ça peut souvent compliquer le travail et de l'éditeur et de l'illustrateur, en fait. Enfin, et de l'illustratrice et de l'éditrice.
Théo, du coup, c'est exactement toi ce que tu fais quand tu commences à bosser avec un jeu, sur un jeu avec un illustrateur, une illustratrice. Tu me disais très souvent que tu ouvrais soit un Slack, enfin pas un Slack, un Discord ou un email d'échange avec directement pour bypasser un peu l'éditeur et impliquer plus les choses, non? Bah, le truc le plus important sur ça, c'est moi j'ai vraiment tendance à envoyer un message de présentation un peu de hey, salut, on bosse ensemble sur un truc, c'est chouette. Et ça me paraît être assez important, et je pense que je le fais vraiment de manière systématique, quoi, d'ouvrir plutôt une conversation Messenger que email, qui a un côté un peu formel, mais justement pour perdre en formalité et juste dire hey, salut, cool, on bosse ensemble, ça me fait plaisir, quoi. Mais en aucun cas, non, j'essaye de bypasser l'éditeur parce que c'est lui qui a le dernier mot de toute façon. Et que justement, si les mots et si les discussions sont un peu diverses et que ça part dans tous les sens, l'illustrateur ou l'illustratrice, il ou elle va être complètement perdu, ça va être désagréable et ça va pas faire une belle relation. Donc j'essaye de louer et de lier un peu une relation plus importante que juste se dire à la fin ok, bidule, il ou elle a fait des illustrations de mon jeu et puis cool, c'était beau, quoi. J'essaye d'avoir une petite relation un peu de discussion et puis d'entre félicitations, quoi. Je sais que j'aime bien quand je reçois une illustration qui me plaît, envoyer un message disant cool, c'était joli, mais par exemple en aucun cas je ferai un retour de type direction artistique à un illustrateur ou une illustratrice en direct. Si à la limite je vois passer un truc et que ça me plaît pas, je vais envoyer un message à l'éditeur pour lui dire j'ai vu passer un truc, ça me plaît pas, est-ce que tu peux derrière voir avec l'illustrateur ou l'illustratrice pour avancer dessus, quoi. Mais il faut dans tous les cas qu'il y ait un seul canal de discussion de type retour, quoi, qui est une discussion un peu sympa. Je pense à notamment Jonathan Comte quand il a commencé à illustrer La Maison des Souris. On a fait une conversation à 3 avec Elodie, et puis dès qu'on recevait un truc, on lui envoyait un message un peu enthousiaste disant Boah, on a vu ton jeton fraise, il est trop beau, génial, c'est trop cool, quoi. Mais évidemment, si on voyait son jeton fraise et qu'il nous plaisait pas, on envoyait un message directement à Delphine, notre éditrice, disant ouais, là le jeton il nous plaît pas trop parce que blablabla, et c'est elle qui s'occupait de faire les retours, quoi, pour éviter le multiface. C'est que du côté illustrateur, il a les retours directs de toi quand ça fonctionne bien, et s'il en a pas, il sait que ça fonctionne pas. Mais c'est souvent ça, d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. C'est bien, bravo. C'est très, très fonctionnel tout ça. Moi, je dis que les jolies choses. Non, mais c'était vraiment un truc qui est compliqué, hein, parce que et je sais que moi je l'ai vu du côté quand je bossais pour des éditeurs. Moi j'ai vraiment à cœur que les éditeurs avec qui je travaille m'impliquent dans le travail graphique, parce que ça m'intéresse, parce qu'à la fin il y a mon nom sur la boîte, donc c'est assez important que je suis fier aussi de cet aspect-là, et je me dise regardez mon jeu, je suis content de ce que j'ai fait au niveau de mon travail, mais en plus regardez, il est beau, c'est chouette, quoi. Donc c'est un aspect qui est vraiment important pour moi, que j'ai mon mot à dire. Mais dans tous les cas, à la fin, c'est l'éditeur qui tranche et c'est l'éditeur qui décide sur des trucs, quoi. Donc je pourrais pas me fâcher, mais me braquer très fort si par exemple le style graphique choisi était pas du tout ce que je voulais, et je pourrais vraiment me batailler bec et ongle pour dire non, ça me convient vraiment pas, si jamais ça me convient vraiment pas. Par contre après, une fois qu'on a déterminé un truc, que c'est parti et que l'illustrateur bosse, si l'épée du guerrier elle a une poignée bleue ou une poignée rouge, même si moi j'aurais préféré qu'elle soit bleue, généralement je vais pas faire une esglaffe si jamais elle est rouge à la fin, quoi. Il y a vraiment un truc de trouver parfaitement sa place dans cette relation là, et c'est pas toujours facile, mais il faut vraiment lâcher du lest, quoi. Mais en tant qu'illustrateur, personnellement, j'ai toujours à cœur, soit je le dis à l'éditeur, soit je le dis à l'auteur directement ou à l'autrice directement, je demande leur avis sur les premiers croquis, en fait, sur la direction prise. Parce que c'est super important, en fait, que tout le monde soit impliqué et ait envie de travailler sur un projet, et parce que c'est là aussi que ça se passe bien, en fait. Même si on fait des choix qui vont pas être partagés en disant oui, alors moi j'aurais préféré ça comme ça, mais ok, je comprends ce que vous faites, c'est toujours bien d'avoir cet échange et d'avoir une validation. Et ça peut arriver d'avoir d'opérer, de faire quelque chose qui n'aille pas du tout dans le sens de l'auteur, ou que l'illustrateur ait à faire quelque chose qui ne va pas du tout dans son sens, et là il y a rien qui se passe bien et c'est pas bon, quoi. Moi par exemple, je pourrais pas faire un jeu où il y a de la vulgarité, c'est impossible. Je peux pas illustrer on m'avait demandé d'illustrer un truc sur du rap avec des bimbos, avec des flingues, avec des c'était pas du tout mon truc, quoi. C'était vraiment pas mon truc. On va avancer un peu et changer un tout petit peu de thème, même si on reste dans la relation éditeur-artiste. Tout ce qui, alors c'est une question assez basique en vrai, mais avoir le côté ton
ta vision de la chose, c'est assez intéressant. La différence entre graphisme, illustration, maquettisme, toi tu t'occupes des 3 aspects ou tu as une spécialisation illustration uniquement? Dès que je peux éviter d'infliger au reste du monde ma médiocrité en graphisme et maquettisme, j'essaye de le faire. Donc j'essaye si possible de ne faire que les illustrations parce que je crois vraiment. Alors moi je suis assez autodidacte dans l'illustration quand même. Le graphisme et le maquettisme, être autodidacte c'est quand même très très chaud et surtout ça demande une culture de l'image que moi j'ai pas forcément, une culture de moi quand je lis un magazine, je lis le magazine en fait, où je regarde les photos. Il y a des gens, j'ai des copains qui vont regarder la maquette, qui vont trouver voilà, qui vont trouver que c'est lisible. Et moi j'ai pas cette lecture là, et c'est vrai que pour tout ce qui est maquette et graphisme, je suis pas très doué. Un logo titre c'est un peu mon enfer. Faire une maquette de carte, je sais en faire la base, je connais pas, j'ai pas assez de maîtrise de l'outil comme Illustrator, des choses comme ça pour vraiment maîtriser une maquette de carte. Donc dès que je peux éviter, j'évite de le faire. Mais pour le coup, c'est 2 métiers qui sont vraiment à part. Je sais que par exemple Xavier Nayad fait tout et il le fait incroyablement bien. Je sais que Pauline Détraz est une illustratrice d'un talent énorme aussi et qui est capable de tout faire. Moi, c'est pas du tout mon cas. Je peux le faire, mais c'est pas là où je brille. Hein. Ok, alors restons sur l'illustration. Comment est-ce que tu arrives ou comment tu arrives à imaginer, en tout cas, à lier une mécanique d'un jeu à l'illustration qu'on te demande de faire, ce qui peut être parfois complètement aléatoire, hein, mais dans l'idée, moi, il m'arrive assez régulièrement de voir de très belle illustration sur un jeu et de me dire. Bon, en vrai, l'illustration, ça aurait pu être tout et n'importe quoi, la mécanique, s'il y a que la mécanique qui compte. Mais quand du coup j'arrive à voir les deux liés, je trouve que le jeu il prend une proportion assez folle directement. Enfin, il y a quelque chose qui est vraiment marquant. Alors évidemment, j'ai zéro idée en tête au moment où je dis ça, mais je dois me faire des listes. Mais je pense, je regarde autour de moi, je vois Subterra par exemple. Je sais que l'illustration, le thème est vraiment intrinsèquement lié à l'illustration. Si les deux fonctionnent pas, enfin s'il y a un des deux qui fonctionne pas, le jeu pour moi il fonctionne pas du tout. Est-ce que toi t'arrives à te lancer là-dedans, à avoir une idée comment lier la mécanique avec ce que tu dessines? En fait, déjà il faut c'est une histoire que je raconte toujours parce que c'est quelque chose de super important. Dans le jeu de société, l'illustrateur doit savoir à un moment faire du lâcher prise et dire ok, cette partie-là je peux pas la faire belle. Parce que la mécanique est tellement importante, la lisibilité de cette mécanique doit tellement être prépondérante que faire beau ou faire entre guillemets réaliste, c'est-à-dire cohérent d'un point de vue illustration, c'est pas possible. Par exemple, la première fois que j'illustre le plateau de Une ombre sur Whitechapel, donc de Mr. Jack, je fais des pavés sur toutes les cases de rue pour habiller la chose. Et Bruno me dit, tu fais ça sur un calque à part? Et je lui dis oui. Il me dit, tu me vires ça alors? Et je lui fais, mais ça va être super laid, ça va être des hexagones gris. Il me dit, ouais, mais au moins, il n'y a personne qui doutera qu'on peut marcher ou pas sur cette case. Donc, il y a vraiment un moment où tu dois être capable de dire, ok, ça, je sais que pour les besoins du jeu, il y a un moment, je vais essayer de faire le moins moche possible. Mais ça... Voilà, quelqu'un qui regarde... Si on montre cette illustration sans la maquette du jeu, en dehors du contexte du jeu, c'est-à-dire sur un réseau social ou un truc comme ça, l'illustration est laide. Alors que dans le jeu, elle va très bien passer. Parce que justement, c'est une harmonie entre les deux qui va être... Enfin, si je montre le plateau de Mr. Jack, même la version de 10 ans, qui est quand même beaucoup moins moche que la version de 2006, l'image en soi est pas moche, mais par contre, elle est pas intéressante à regarder. Alors que dans le jeu, elle peut être... Elle amène une histoire, elle amène une mécanique, elle amène tout ce qu'il faut, parce qu'il y a la maquette par-dessus, parce qu'il y a... Donc c'est vraiment cet équilibre-là à trouver, en fait. Le dernier défi que j'ai eu, c'était l'année dernière, c'est quand j'ai illustré la version 10 ans de Mr. Jack New York, qui était un double défi, parce que c'était un jeu que j'avais fait en 2010, donc, et qui n'était pas sorti très très beau à l'arrivée, parce que le plateau est incroyablement vide à la différence de la version originale de Mr. Jack. Et c'est un plateau qui est horrible, mais d'une laideur absolue. Hein. Dans la version 2010, c'est vraiment très très laid. Et en fait, là, en 2020, je voulais que ça soit beau. Et pour ça, j'ai galéré, hein, mais l'idée, c'était d'avoir une belle image à la fin. Alors, une image pleine de vide aussi, et avec plein de règles à respecter, mais qui assume une forme de beauté dans le mécanisme, en fait. Est-ce que tu arrives à travailler en concordance avec justement du coup
le maquettiste ou l'illustrateur, le graphiste, pardon, pour essayer justement de dire ok, moi je vais faire mon image ici, toi tu vas venir mettre le cadre là. Comment la relation se fait là-dessus? C'est l'éditeur qui fait le lien, c'est vous faites le lien directement entre vous? Alors maintenant, de plus en plus de maisons d'édition ont un graphiste. Oui, ils ont un graphiste en tant qu'employé, parce qu'il va pas faire que les jeux de société, il va faire la com, il va faire tout ça autour, pour les réseaux, pour les sites internet et tout ça. Alors en règle générale, si la maquette définitive n'est pas faite, je demande la maquette. Je demande de réserver des espaces en fait, et dans mes premiers croquis par exemple pour des cartes, je vais grossièrement mettre la maquette en fait des mécaniques du jeu. Tel espace, il va y avoir un rond parce qu'il va y avoir un chiffre dedans. Alors après qu'il soit rond ou carré, on s'en fout, mais il y a cet espace-là où il n'y a pas d'intérêt qu'il y ait une illustration, ou en tous les cas le point d'intérêt de l'illustration ne doit pas être là en fait. Donc tu vas mettre des zones dans lesquelles tu sais que tu ne vas pas travailler, pour pouvoir laisser la place à la maquette. Idéalement, si la maquette est déjà faite, ou au moins une forme un peu aboutie de la maquette, c'est parfait, c'est idéal, c'est la meilleure façon de travailler. C'est comme pour une couverture de jeu, idéalement, le logo titre, s'il est déjà fait, c'est cool. Justement, c'était une des questions que j'allais mener sur la couverture. Est-ce que c'était plutôt quelque chose que tu faisais en début ou en fin de travail, ou au milieu tout simplement? Est-ce que ça fait partie des premiers croquis? Est-ce qu'il y a un truc, c'est un croquis qui a été mis de côté et finalement quand on cherche une couverture ça ressort? Alors c'est rigolo parce que je pensais pas forcément répondre par ça dépend des projets sur ce genre de questions, mais je crois que c'est vraiment, pour le coup, j'ai autant de souvenirs dans les jeux que j'ai illustrés de jeux où j'ai commencé par la couve que de projets où je me suis dit ah non, là le cœur du jeu c'est les cartes, il faut que les cartes elles aient cette tête là, il faut qu'il y ait cette ambiance là. La couve c'est là que ça va naître en fait. En fait, ton projet va être porté par un élément. Ça peut être le plateau, ça peut être les cartes, ça peut être des pions, ça peut être la couve. Alors ça, c'est pour moi la couve. Plus souvent quand je démarre un jeu par une couve, c'est que le jeu a pas de plateau par exemple, ou pas d'éléments qui vont être majeurs, ou un thème prépondérant par exemple, et à ce moment-là la couve va être la mise en bouche du thème et moi ma porte d'entrée vers l'univers du jeu. Donc je vais commencer par la couve pour m'immerger dans le jeu. Un jeu comme Dice Town, par exemple, j'ai fait la couve à la fin. Et il y a plein de jeux comme ça où j'ai fait la couve à la fin. Parce que justement, j'avais besoin de... J'avais pas acquis le thème dans le jeu assez bien, et j'avais besoin d'une illustration, parce que les illustrations de couve, en règle générale, sont des illustrations qui sont là vraiment pour décorer et pour t'amener dans une histoire. Et ça me permettait de rentrer dans une histoire, justement, à ce moment-là. D'accord, ça fait un peu, soit tu t'en sers un peu comme moodboard au début pour te donner plein d'idées de ce qu'il va y avoir la suite, soit c'est une finalité de tout ce que tu as engrangé et produit qui finalement se traduit par la couverture à la fin. Si je résume, c'est pas mal. Pareil, t'as eu des retours sur... on en a parlé très rapidement au tout début de la relation éditeur-artiste, mais les retours critiques des auteurs ou de l'éditeur, tu disais bon, tu les vivais bien, mais est-ce que tu as des exemples où c'était difficilement acceptable, où tu devais te battre pour quelque chose, pour une illustration, ou parce que pour toi c'était vraiment ce qu'il fallait faire? Ça m'est arrivé forcément de défendre mon bout de gras sur des illustrations, des trucs comme ça. J'ai toujours assez bien respecté, je crois, le deal, c'est l'éditeur qui décide à la fin. J'ai changé ma méthode de travail par rapport à ça aussi. À une époque, j'envoyais systématiquement entre 5 et 10 croquis en fait de couve. Et puis quand je me suis aperçu que c'était souvent la couve la plus moche, le croquis le plus moche, ou celui qui me donnait le moins envie qui était retenu, j'ai décidé d'en envoyer plus qu'un. Peut-être 2 éventuellement, si j'ai 2 idées vraiment, et puis si le croquis, l'idée plaît, je vais améliorer et passer à la phase de production sur cette image. Soit ça plaît pas, et à ce moment-là je vais faire un autre croquis qui va être accepté ou refusé, puis ainsi de suite. Mais voilà, je vais vraiment avoir cette approche, comment dire, de me dire, je vais me battre pour une image que je pense bonne. Mais après, on définit pas forcément... Enfin, c'est un instant T aussi, donc l'éditeur connaît mieux son marché, connaît mieux l'approche qu'il va avoir de ses clients, entre guillemets, donc du coup, je me laisse assez facilement guider là-dessus. Il y a Mr. Jack New York à l'époque, en 2010, j'avais fait une couve,
Et il voulait absolument avoir d'autres croquis. Et puis en fait, cette couve, pour qu'elle marche, et j'ai fait ça avec la version 10 ans plus tard aussi, j'ai amené la couve à la fin, sans vraiment montrer d'étape. Et parce que l'image me plaisait, et je voulais ça. Et puis tant qu'on me disait pas que c'était ça qu'on voulait, je la gardais. Puis finalement, c'est assez bien passé. Tu vois, c'était mon petit côté. Voilà. Mais c'est rare, hein, en règle générale. Les critiques, c'est pas... Je sais que j'aurais pas du tout le même discours que Théo sur ce sujet-là. Les critiques ne me font absolument pas de mal, en fait. Elles peuvent être dures. À partir du moment où quelqu'un me dit pas c'est tout pourri ce que tu fais, ce que je peux tout à fait entendre, mais s'il m'explique pourquoi c'est tout pourri, je vais dire ah ok d'accord, ok je comprends pourquoi t'aimes ça, je comprends pourquoi t'aimes pas ça, et du coup je comprends pourquoi tu trouves que c'est tout pourri. Les critiques me blessent absolument pas. Je mets pas particulièrement d'ego dans mes illustrations. Et surtout, les critiques sont des critiques, en fait, c'est des opinions personnelles, donc c'est pas quelque chose qui me blesse. Et encore moins, je préfère quelqu'un qui me dit « Ah, c'est moche ce que t'as fait parce que, bla, là t'as une erreur de composition, là, tu vois, ça me parle pas, ou quoi que ce soit. » Je trouve ça plus intéressant que quelqu'un qui me dit « Waouh, c'est super beau ce que tu fais. » Ah, c'est fou ça, vraiment l'humain là-dessus est vraiment différent, hein, Théo. Ah, clairement, moi, c'est un truc, on en a beaucoup parlé, hein, mais que je vis vraiment très différemment et fondamentalement pas de manière très très bien. Si je devais le résumer. Mais il y a un truc aussi qui est différent dans les exemples que tu évoquais, c'est que des fois mais tu me diras, sur le jeu, je peux trouver des contre-exemples, donc c'est pas 100% vrai, mais sur l'illustration, il y a parfois des éléments factuels, concrets, de se dire, bah attends, Pierrot, là j'ai regardé, et la maison que t'as fait dans ton style plutôt réaliste, là la perspective elle est ratée. Il y a des éléments qui peuvent être factuellement moins réussis que d'autres. Là où dans le game design, il y a une affaire de ressenti qui est peut-être plus souvent là, même si il y a des grands problèmes majeurs qu'on peut quand même attribuer à un jeu. Donc, ouais, je sais pas trop pourquoi ça me touche toujours autant. Et comment t'as fait toi, mais il faudra que tu me donnes le secret en off, hein, pour réussir à t'en détacher aussi fort, quoi. T'étais comme ça aussi, dès le début, dès que t'as commencé dans le milieu, t'étais aussi moins d'ego sur les critiques et finalement ça passait bien, ou au début c'était peut-être un peu plus dur? Non, alors dès le début en fait. En fait, ça vient de mon prof d'art plastique au lycée. J'étais dans un lycée option. Alors comme ça remonte à des années quand même en arrière. C'est ce qu'on ça veut plus rien dire à aujourd'hui. l'époque. Voilà, ça veut plus dire grand chose. C'était une option lourde en art plastique et en histoire de l'art. Et notre prof était plutôt malin. On s'auto-notait. C'est-à-dire qu'en clair, on exposait tous nos travaux, donc nos formats raisins sur les murs, et toute la classe, avant que lui attribue une note véritablement, toute la classe donnait son avis sur l'illustration de la personne qu'on regardait. Et, ah oui, ça forge. Ouais, ça forge vachement. En fait, tu t'aperçois que tu peux dire des choses dures entre guillemets, mais avec bienveillance et intelligence, et qui du coup sont pas dures. Genre par exemple, là t'as fait ton mauvais choix, même si je comprends pourquoi t'as fait ce choix là, tu vois, si t'avais fait ça, ça aurait été plus pertinent. Ou là par exemple tu t'es raté parce que t'as oublié, enfin tu vois, tu peux dire les choses avec bienveillance et intelligence, et en faisant une critique assez dure au final d'un projet. Donc comme on faisait ça, ça m'y a formé, ça m'a beaucoup aidé à encaisser ce genre de choses. En plus de ça, je me considère pas comme un excellent illustrateur, déjà d'une part, donc du coup je l'erreur. Non, mais c'est pas de la fausse modestie. Je plaisante, moi j'adore ce que tu fais. Mais il y a vraiment une énorme différence entre en fait, c'est toujours pareil. Je me considère pas comme un excellent illustrateur. Je suis un illustrateur populaire en fait. C'est-à-dire que j'ai participé à des projets qui se sont très bien vendus, qui ont envahi plusieurs marchés à l'international, etc. Et forcément, je suis connu. Mais ça veut pas dire que c'est pas parce que je suis connu que je suis un meilleur illustrateur que d'autres moins connus. C'est juste que j'ai participé à des bons projets. Après, on peut travailler avec générosité et sincérité, et du coup aboutir à un résultat qui va pas plaire à tout le monde, mais dont on ressent la générosité. Par exemple, quand je fais Medieval Academy, avec Alain Ballet, on décide de faire un style toon, et on s'est fait tomber dessus parce que c'était un style toon sur un jeu qui aurait pu être plus sérieux en termes de thème et d'illustration. Et quand les critiques sont tombées, c'était pas grave. On avait fait un choix qu'on assumait pleinement, et quand j'ai lu « Ah, on n'aurait jamais dû mettre Pierrot sur ce jeu », il n'y a pas de souci, je comprends vraiment. Étant donné que tu voudrais avoir des illustrations super réalistes, faut pas faire appel à Pierrot. Mais comme c'est l'éditeur qui fait appel à un illustrateur, c'est un choix. Et toutes ces démarches-là, en fait, vont dans une même direction. Donc la critique, il faut savoir s'en détacher aussi, et moi je sais que j'ai une position assez détachée de ça. Ouais. On va passer, j'ai l'impression, à un gros morceau, je sais pas pourquoi.
On va parler un peu des rééditions. Tu en as parlé un peu avec Mr. Jack et le reste, mais comment ça se passe pour justement les changements de thème, changements d'illustration? Je crois que c'est Théo, c'est toi qui l'avais rajouté au conducteur, cette question, je crois, si tu veux préciser. Je suis pas sûr que c'est moi qui ai rajouté ça au conducteur. Ah, c'est... je crois que c'est toi. Mais c'est un beau sujet quand même, hein, effectivement. Et Pierrot, t'es un illustrateur qui a eu l'occasion d'illustrer plusieurs fois le même jeu, parce que t'as fait des jeux qui datent effectivement et qui ont été réédités par la suite. Hein. On pense à effectivement Mr. Jack, t'as refait la couverture de Dice Stone également, t'as refait Ghost Stories avec un autre thème qu'on va évoquer juste après, on Last Bastion. Et donc comment ça s'est passé, comment est-ce que tu vois cet aspect de revenir sur un travail précédemment effectué, qu'est-ce qui se passe s'il y a un changement de thème, et après j'aurai une question en soum sur ça aussi, mais que je fais après. Pour le coup, ce qui est super cool quand on te demande de refaire les illustrations d'un jeu, ça, c'est super cool pour deux raisons. D'abord parce que ça veut dire que ton jeu a marché et qu'il a besoin d'être réédité. Si il a besoin d'être réédité, c'est souvent parce que, comme Mr. Jack, comme la couve de Dice Town, comme à une époque, dans un certain contexte, dans une certaine en face dans un milieu de graphique, etc., une illustration peut prendre de l'âge. Et en règle générale, au bout de 10 ans, une illustration fait un peu... on voit clairement qu'elle s'adapte plus vraiment aux nouveaux critères, aux nouveaux... enfin voilà, ça a plus vraiment de sens d'avoir cette couve-là et qu'elle a trop vieilli. Donc quand t'as la chance de réillustrer un jeu, c'est que c'est devenu un classique et ça c'est cool. Ça c'est une très bonne chose. En plus, ça te permet de faire tomber à culpa. Parce qu'il y a plein de fois où quand même, déjà, alors c'est rare que ça vienne juste une fois que t'as envoyé les fichiers parce que ça veut dire que t'as fait du travail malhonnête, ça m'est déjà arrivé, mais d'envoyer des fichiers en sachant que c'était moche, en règle générale ça n'arrive pas, mais il y a toujours un temps qui est le temps de la fabrication en fait, où il y a cette incroyable excitation de recevoir une boîte finie et d'ouvrir ce carton, d'enlever le papier bulle, de prendre sa boîte en main et de dire oh, pourquoi j'ai fait ça. Ça m'est arrivé quelques fois en me disant voilà, le recul, parce qu'une fois que j'ai fini un projet, je ne le regarde plus jusqu'à ce que je reçoive mes boîtes. Et il y a des fois où je me dis, oh là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui m'est arrivé ce jour-là pour faire un truc pareil. Et donc, du coup, des fois, c'est bien d'avoir une version 10 ans plus tard pour dire, ouais, alors, Mr. Jack New York, typiquement, c'était vraiment ça. Je suis désolé. Le Pierrot de 2009-2010 est navré. Voilà, celui de 2021 fait amende. Et voilà. Mais ça arrive vraiment, oui. Et il y a un truc qui peut être douloureux, c'est que ça peut arriver, ça va m'arriver, ça m'est arrivé. Un jeu est illustré par moi. On refait une édition 10 ans plus tard, 5 ans plus tard, ou avec des améliorations, des trucs comme ça, et là on te choisit pas. Pour moult raisons, soit pour différencier la chose, soit pour... voilà, ou alors par exemple, moi j'avais fait Yggdrasil chez le Ludonote, et quand ils ont fait Yggdrasil Chronicle, qui n'est pas une réédition du jeu, mais un nouveau Yggdrasil un peu plus complexe, un peu plus lourd, c'est pas moi dont ils ont fait... ils m'ont pas fait appel à moi. Est-ce que c'est blessant? Ça peut l'être un petit peu parce que c'est des projets sur lesquels on a envie d'être. Ou pas forcément, hein. D'ailleurs il y a des fois où je suis assez ravi qu'on m'appelle pas, mais il y a des projets, typiquement Yggdrasil, ça m'avait fait un petit coup parce que c'était un jeu qui avait été assez fondateur pour moi et qui était arrivé dans une période un peu compliquée de ma vie, donc il y avait plein de choses que je regrettais vachement d'avoir fait comme je les avais fait, d'ailleurs souvent beaucoup trop vite, et j'aurais beaucoup aimé me venger un peu là-dessus en fait. Là par exemple il y a ça, je sais pas si c'est trop officiel donc je vais peut-être pas en parler, mais il y a un jeu qui va ressortir que j'adore mais d'amour, de cœur, et c'est pas moi qui illustrerai sa nouvelle version, et ça parce que ça a changé d'éditeur, parce que c'est voilà, et ça c'est une grosse frustration pour moi. C'était la suite de ma question, parce que c'est un sujet qu'on a déjà un peu évoqué, mais aujourd'hui la manière dont se passe la cession de droit d'un jeu, c'est à la fin quand un auteur ou une autrice signe son contrat et donc donne son jeu à un éditeur, l'éditeur en prend possession pendant un certain temps et peut la perdre sous certaines conditions, mais les illustrations sont pas directement liées au jeu de société. Donc si moi demain je récupère les droits de The Loop parce que Ketchup décide de ne plus le faire, ou parce que Ketchup n'est plus en capacité de le faire, et que je le signe avec un autre éditeur, il n'est pas légalement obligé de travailler avec Simon Caruso, pour rester sur cet exemple. Là où c'est assez différent d'autres milieux, parce que je pense pas que ça soit possible. Tu m'arrêtes, Pierrot, t'as peut-être une réponse sur ça, mais si jamais j'ai scénarisé une BD qui est illustrée par Pierrot, et que demain je décide de me dire ouais en fait cette BD je vais la signer chez quelqu'un d'autre et je vais la refaire, la BD elle appartient autant à l'illustrateur qu'au scénariste.
Oui, non, mais c'est tout à fait ça, parce qu'en fait, dans la bande dessinée, c'est du co-autorat. C'est-à-dire que illustrateur et scénariste sont co-auteurs. Ça peut même arriver que le coloriste soit co-auteur. Donc les trois parties auront leur mot à dire. Les illustrateurs sont auteurs de jeux de société, sont auteurs de leurs illustrations, mais ne sont pas du tout co-auteurs de jeux de société. Donc si ce jeu de société va être édité ailleurs et chez un autre éditeur ou 10 années plus tard, l'illustrateur n'a pas son mot à dire là-dessus. Comme par exemple quand on a réillustré donc Ghost Stories parce qu'il y a eu une version 2 qui est devenue Last Bastion, on a commencé à travailler en Ghost Stories V2, c'est-à-dire c'était vraiment Ghost Stories nouvelle version, c'est-à-dire moi j'avais une chance de pouvoir me replonger dans cet univers que j'adorais vraiment et que je voulais améliorer avec 10 ans d'expérience en plus, etc. et avec un traitement graphique nouveau. Et quand les éditeurs ont décidé de changer de thème pour passer à du médiéval fantastique, j'avais pas mon mot à dire. Et l'auteur, oui, Antoine Boza a pu dire que c'était pas forcément une des meilleures idées, mais il y a un moment où c'est l'éditeur qui décide ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a des choses quand même sur lesquelles on n'a pas vraiment une totale maîtrise, quoi. Je vous ai perdu à nouveau. Non, c'est un élément tellement triste que moi je sais pas comment rebondir sur ça, parce que c'est un truc très... En vrai, c'est un truc assez bizarre, hein, parce qu'il y a vraiment cet aspect-là de se dire... et qui, je pense, mais commence déjà à être un tout petit peu, à changer un peu, à être réformé un peu différemment, mais il y a cette espèce de... Les illustrateurs, les illustratrices sont un acteur important de ce qui se passe sur la création, et en même temps c'est un acteur relayé au statut de contractant, quoi. C'est quelqu'un qu'on contacte et on lui dit bah tu vas faire ça, et puis c'est un travail de commande et ça s'arrête là, et c'est assez questionnant. On va pas rentrer dans ce débat là parce qu'il est long et complexe et parce que autrement on est parti pour 3 heures d'émission supplémentaires, et j'ai pas suffisamment réfléchi pour avoir des bonnes réponses à tout, mais il y a vraiment ce truc qui est très étonnant sur la place, et je parle vraiment en termes de rôle et de statut de l'illustration dans le jeu de société, mais à l'heure actuelle c'est vrai qu'on considère ça simplement comme un habillage graphique, ce qui fait qu'il est remplaçable et qu'il est remplaçable en cas de besoin, en cas de réédition, etc., et qui ne donne pas un morceau de paternité sur un jeu, mais ce qui est aussi je vais me mettre de l'autre côté du spectre, hein, mais qui est aussi compréhensible sur certains aspects de si moi j'ai construit l'intégralité des mécaniques du jeu, je reste le père constructeur de ces mécaniques du jeu. J'ai parfois jamais été en contact avec l'illustrateur ou l'illustratrice en amont et pendant le développement, ça serait bizarre de partager une paternité, donc il y a un truc un peu encore un peu décalé, je trouve, et qui je pense va avancer au fur et à mesure des années sur des nouveaux modèles. Il y a clairement un truc là-dessus à discuter. Je suis pas sûr qu'il y ait une bonne solution. Je repense à certains jeux qu'on a vus chez Greux Games qui vont sortir, et dont l'illustratrice est co-autrice avec l'auteur. Je vais pas nommer les gens parce que je sais pas si on peut en parler, mais en fait si, c'est Christine Alcouf et Ludovic Leblanc sur les Contes émerveillés. Je pense que le jeu sera sorti, c'est ce que l'émission sera sortie. Oui, tu peux en parler. Et du coup ils sont co-auteurs du coup sur le jeu, ce qui fait que l'illustratrice là clairement a aussi la maternité, pour dire ça comme ça, du jeu sur autant la mécanique que le design final du jeu. Mais est-ce que c'est une bonne solution de faire comme dans la BD finalement, de nommer co-auteur tout le monde pour pouvoir partager tout ça? C'est vrai que c'est un peu délicat, mais en même temps dans la BD il est difficile de faire la réédition d'une BD qui est déjà sortie avec un nouvel illustrateur, une nouvelle illustratrice, ouais. Donc c'est un peu délicat. Bon, ça arrive souvent que des suites soient faites par un autre illustrateur, et à ce moment-là, l'ancien illustrateur va toucher des droits sur la nouvelle série. Ça arrive très régulièrement, soit parce que l'un des illustrateurs veut passer à autre chose ou quoi que ce soit, ou parce qu'il y a un souci entre le scénariste et l'illustrateur, ça peut arriver. Alors je dis illustrateur, illustratrice, évidemment, j'ai pas encore ce réflexe trop bien maîtrisé, mais ce qu'il faut vraiment voir en fait, c'est que dans le jeu de société, et là c'est bizarre parce que ça va un peu à l'encontre de mon gagne-pain, mais j'ai pas du tout envie moi personnellement d'être co-auteur d'un jeu de société, parce que bizarrement, alors je peux pas dire que j'ai vraiment fait de la BD, mais un petit peu, parce que j'ai fait des projets BD et que je connais beaucoup d'auteurs de BD et d'autrices de bande dessinée. Quand l'illustrateur ou l'illustratrice va illustrer des planches, il intègre sa narration dedans,
qui peut être implanté par le scénariste. Mais ils parlent tous les deux un même langage et ils connaissent tous les deux des éléments de cette narration en fait. Et donc du coup il y a un vrai travail de co-autorat. Moi si on me demande un avis sur le jeu de société que je suis en train d'illustrer, je serais bien incapable, mais complètement incapable d'apporter la moindre modification bénéfique au jeu. Donc je pourrais jamais m'estimer co-auteur d'un jeu et ça me... Oui, des fois ça rend triste de se dire ah bah tiens tel projet va m'échapper, mais c'est pas grave du tout en fait. Je suis pas du tout auteur du jeu. Je suis auteur de mes illustrations. Et c'est tout. Je détesterais voir mes illustrations utilisées pour un autre jeu ou un jeu, enfin voilà, ou détournées ou quoi que ce soit, ou copiées. Mais en l'occurrence, bah, c'est la vie, quoi. Ça arrive de perdre un petit peu sa main dans un projet, quoi. Alors, je sais pas comment l'introduire, parce qu'en fait, on parle de réédition et parfois même de changement de style. Comment tu perçois, toi, l'idée d'avoir je vais dire un style graphique qui t'est vraiment propre, qui peut être entre guillemets, je vais dire pas plagié, plus trop inspiré par d'autres personnes pour pouvoir se caler sur un jeu qui va être parfois identique ou un thème qui est identique à ce que tu fais toi. Je sais pas comment amener la question correctement en fait. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? En fait, on s'inspire tous de quelqu'un pour faire quelque chose, genre, que ce soit en narratif, en illustration, en thème de jeu ou en mécanique. Est-ce que finalement c'est gênant d'avoir un jeu qui peut être illustré comme toi, style Pierrot, mais qui n'est pas du Pierrot? Est-ce que finalement toi ça peut te gêner? Alors, ça me gêne pas du tout, ça donne lieu à des situations un peu improbables. Faut être franc, à l'époque, Bruno Feduti et Antoine Boza font un jeu qui s'appelle Pony Express, édité par Funforge. Il s'avère qu'il sort plus ou moins en même temps que Dice Town, quand même après Dice Town, avec une partie du matériel en commun et avec un bord de boîte marron. Ce qui, à l'époque de la version de Dice Town d'il y a 12 ans maintenant, bah c'était le cas. Et donc il y a plein de gens qui m'amenaient leur boîte de Pony Express en croyant que c'est moi qui l'avais illustré. Et je disais gentiment non. Alors moi je suis beaucoup moins bon que ce Mathieu. C'est Mathieu Beaulieu je crois qui faisait ce jeu. Les illustrations étaient dans un style absolument incomparable avec le mien, mais en rien. Et surtout lui il avait une maîtrise absolue. Et c'était très flatteur qu'on puisse penser que j'ai fait ça, mais c'était pas moi du tout. Donc ça donnait lieu vraiment à des situations. Et je pense que de la part de Funforge, d'Antoine ou de Bruno Feduti, il n'y avait aucune motivation pour que ça ressemble à ce que j'avais fait à Dice Town. Même c'était même plutôt gênant la situation. Pareil, quand Mr. Jack Pocket a été illustré par Jean-Marie Minguez et qu'on m'amène des boîtes de Mr. Jack Pocket à dédicacer, ça donne lieu à des situations où je dis bah non, je suis pas l'illustrateur. Ah mais c'est pas grave, bah si un petit peu. Quand même, bah oui. Vraiment, si vraiment c'est un peu grave. Alors je me suis amusé à dédicacer un jour un Seven Wonders, mais c'était pour la blague. C'était vraiment pour la blague. Après. Je me rappelle de Colt Express. Colt Express, au moment où Colt Express est sorti chez Ludonote, j'étais un peu l'illustrateur des 2 premiers jeux de Ludonote. Et quand Colt Express est sorti, que ça se passe au western, etc., et que j'avais fait Dice Town et que j'étais un peu affilié entre guillemets à Ludonote, enfin pour les gens en fait. Tout le monde a été surpris que ça ressemblait entre guillemets à Colt Express, alors que si on y regarde bien, ça n'a rien à voir avec mon style. Mais voilà, ça troublait un petit peu. Oui, évidemment, c'est un peu délicat. Je sais qu'il y a des... je vais peut-être pas les amener ici, mais on a des cas au fait où des illustrateurs n'ont pas continué des gammes de jeux qui étaient un peu dans le même style. Et voilà, il y a des cas qui peuvent être un peu gênants, un peu, comme tu dis, ouais, peut-être un peu... Moi, je trouve ça bizarre, mais après, on n'a pas le fond du truc. Je sais pas. En fait, cette question, elle m'est venue un peu bizarrement. Bref, je vais finir ça, cette parenthèse. Est-ce qu'on peut parler un peu de tunas, d'argent, ou est-ce que toi ça te dérange, non? Ah non, j'ai pas trop de tabou, je rentrerai pas forcément dans les détails chiffrés, mais j'ai aucun tabou là-dessus. D'accord. Comment se passent toi tes contrats en général? T'es payé sur un acompte ou un avant? C'est pas un acompte, c'est une avance. Une avance, merci. Avec une avance plutôt confortable, une petite avance, et t'as des droits d'auteur qui sont plus gros. Comment ça se passe? Alors en fait, déjà les droits d'auteur c'est absolument pas systématique. Alors en sachant que j'aime pas trop parler de droits d'auteur, ça voudrait dire que je suis co-auteur du jeu, ce qui n'est pas le cas. On va parler d'intéressement aux ventes ou de royalties tout simplement. Moi quand je suis arrivé dans le milieu du jeu de société, en 2006 pour Mr. Jack, jusqu'à Essen,
j'étais censé toucher des droits d'auteur pour Mr. Jack. Et arrivé à SN, l'éditeur me dit ouais non mais en fait on fait pas ça parce que c'est chiant. J'ai pas eu l'impression à ce moment-là d'avoir trop mon mot à dire là-dessus. Et je regrette un peu de pas m'être battu un peu plus, mais j'arrivais dans le milieu, c'était un peu compliqué. Après avec les autres éditeurs avec qui j'ai travaillé par la suite, la négociation de droits d'auteur était très très compliquée. J'ai réussi à en obtenir peut-être une fois ou deux. Je me rappellerai même plus trop sur quel projet. Et jusqu'à ce que y ait le Dixit qui arrive, donc illustré par Marie Cardouat et édité par Libellude à travers la personne de Régis Monsey, où clairement les droits d'auteur ont été mis sur la table. Alors c'est un jeu qui implique tellement l'image que les droits d'auteur tombaient sous le sens, mais ça a permis à certains éditeurs de dire à certains illustrateurs de dire aux éditeurs regarde, la personne là elle touche des droits et je pense que personne n'y perd. Et en fait voilà, je pense que si des illustrateurs touchent des droits, personne n'y perd. Nous en tant qu'éditeurs à Kiff Édition, nos illustrateurs et illustratrices touchent des droits parce que il y a vraiment moi alors en fait ce qu'il faut, j'ai une vieille réputation qui me crispe énormément parce qu'il y avait une blague qui avait été sortie par Cédric Comon à l'époque de Ghost Stories, l'extension White Moon je crois, sur un festival de Cannes off. Cédric Comon, je poste pour une photo et c'était finalement une vidéo où il porte un iPad où il y a un mot en écriture comme dans les gares, vous savez là, les écritures orange là sur fond noir là, comme les messages de gare, où c'est marqué Pierrot trop cher. Et c'est devenu une espèce de blague assez nulle, in fine, parce que sortie de son contexte, et elle m'a posé beaucoup de problèmes en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la première fois que j'ai donné un devis, comme je le disais au début de l'émission, il y a 8 heures, j'ai demandé des prix qui n'existaient pas dans le milieu du jeu de société à l'époque. C'est-à-dire que je suis arrivé, il y avait les tarifs de jeux de rôle, les trucs comme ça. Quand j'ai demandé les prix que j'ai demandé, c'était incroyablement cher. Et en fait, du coup, j'ai eu une espèce de démarche un peu pédagogique à l'époque, de dire, voilà, moi c'est mon métier, je vais en vivre, sur ce que je vais toucher, je vais enlever des charges, je vais payer mes impôts. Et en plus de ça, si je suis malade, la Sécu, étant donné qu'elle va très très peu me dédommager, il faut que je puisse continuer à vivre si je suis malade. Et puis, sur le prix que je vous annonce, mine de rien, il y a aussi mes congés payés. Il y a aussi tous ces éléments-là à prendre en compte. Et par exemple, un illustrateur, même au taquet de ma carrière, à l'époque où vraiment je devais, chaque jeu me permettait de vivre, je pouvais travailler au maximum 10 mois par an. Tout le reste étant consacré à 15 jours de vacances, parce qu'à l'époque je prenais 15 jours de vacances pour si je m'énervais un petit peu. Et c'était les factures, les devis, l'attente d'acceptation d'un contrat, etc. Travailler 10 mois pour un illustrateur, c'est déjà énorme. Et quand je dis énorme, ça ne m'est jamais arrivé dans ma vie. C'était vraiment l'année la plus au sommet de ma carrière, entre guillemets, où j'étais jeune, fort et où je pouvais encaisser des rythmes de baboule. Il faut prendre en compte que quand on annonce un devis, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc quand j'annonce un devis, quand un jeune illustrateur ou une illustratrice vient me demander les tarifs, je dis c'est simple, il faut demander 3 000 € pour un travail qui va te prendre un mois, demande 3 000 €. Ah mais si je fais ça, je vais être millionnaire. Non. Parce que déjà, sur tes 3 000 €, tu vas enlever tant de charges. Donc là, il va te rester 2005, 2004, suivant comment ça se passe, etc. Puis tu vas payer tes impôts. Et puis, sache qu'un boulot qui dure un mois, il faut une acceptation, il y a des attentes, etc. Donc ça va plutôt en prendre 2, sur temps pendant lequel tu ne pourras pas vraiment être consacré à un autre projet. Et donc du coup, tout cet argent qu'on demande, à la fin, si on enlève tout ça, on n'est surtout pas millionnaire du tout. On est payé normalement. Et alors, je sais pas, j'ai pas de notion du SMIC ou quoi que ce soit, parce que ça fait trop longtemps que je suis en indépendant, donc j'ai plus trop de notion du SMIC ou des trucs comme ça, mais voilà, c'est en demandant cette base qui fait rêver parfois en disant 3 000 € par mois c'est la fortune. Non, ça c'est 3 000 €, c'est ce qui est annoncé sur la facture. Mais après on enlève tout plein de trucs. Donc du coup, en fait, quand maintenant je ne dessine, enfin je n'illustre des jeux que si j'ai des droits. Et je ne demande pas énormément de droits en fait. C'est juste et c'est ce que je vais demander en amont, ça va me permettre de vivre.
C'est-à-dire que là, j'ai eu une discussion récemment avec un éditeur qui m'a dit oui, bon, ok, en fait non, c'est pas très cher, malgré la réputation que tu as, tu n'es pas si cher que ça. Et il me dit c'est un peu cher pour moi. Et ce que je pouvais tout à fait entendre, c'était un petit éditeur, il n'y avait pas de problème là-dessus. Et je lui dis mais attention, moi je demande tant de droits, mais ce que je vais demander au début, c'est ce que j'ai besoin de vivre. Je ne peux pas fonctionner sans cette avance sur droit. Par contre, mon avance sur droit, même si elle est assez importante, comme c'est une avance, tant que tu ne t'es pas remboursé en vendant assez d'exemplaires, je ne toucherai rien. Donc, la majorité des jeux où j'ai des droits, honnêtement, je n'ai jamais... Enfin, j'ai des jeux, sur 5 ans d'exploitation, j'ai touché 4 € quoi, de droits. Et mon avance n'était pas non plus phénoménale, c'est juste qu'on est sur il y a des jeux, Medieval Academy, typiquement, c'est un assez beau succès à l'époque pour Blue Cocker. Je pense qu'on était à 10-15 000 exemplaires, ce qui est très bien. Mais ce qui ne génère pas assez de droits pour en vivre sur une année, ça c'est certain. Ouais, donc en fait, tu te demandes directement l'argent qui va être généré par la totalité de vie du jeu, hormis d'un succès non, des années. En fait, je demande vraiment l'argent sur le temps que je vais passer sur le travail, en fait. D'accord. C'est-à-dire que si j'estime que je vais passer, parce que ça va être la base de l'élaboration de mon devis, je vais bosser 2 mois, si je demande 2 000 €, c'est pas bien. C'est qu'il y a un truc qui marche pas. T'es largement en dessous du SMIC pour un projet pareil. Oui, non, mais moi, ça m'est arrivé plus d'une fois d'être très, 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 très en dessous du seuil de pauvreté sur certains projets. Il y a des projets qui ont pris beaucoup plus de temps que ce que j'imaginais, que ce que j'avais devisé. Alors, soit de mon fait, parce que j'avais mal calculé mon temps, mal évalué mon temps, soit parce que l'éditeur était particulièrement bonbon et qui me faisait refaire. Quand tu prévois de faire 2 mois sur un projet et que tu y passes 6, à la fin, tu as perdu de l'argent, en fait. Tu as vraiment, vraiment perdu de l'argent, littéralement. Et tu renégocies pas ça sur le côté... moi j'avais prévu pour taffer 2 mois sur ça, là on est à 4 mois, en vrai il faut rallonger la sauce, c'est pas possible sans ça quoi. Alors ça m'est arrivé, alors oui ça m'est arrivé, ça se fait en règle générale en bonne entente, c'est-à-dire, alors ça m'est arrivé une fois où c'était clairement moi qui étais en tort, c'était pour le projet Rampage chez Repoprod, qui est devenu Terror in Meeple City. J'estime que je vais passer 15 jours, 3 semaines sur le plateau. Alors quand je parle de 15 jours, 3 semaines, c'est 7 jours sur 7, en faisant que ça. Oui, bien sûr. Avec des horaires, c'est plutôt du 10-12 heures par jour que du 6-8. J'avais prévu 15 jours, 3 semaines. Au final, on a passé 3 mois dessus, sur le plateau, parce que c'était une vraie galère. Et là, j'ai dit, ok, je me suis vraiment trompé sur le devis, je me suis vraiment trompé sur le temps que ça allait me prendre. Si vous voulez pas, je comprends. Et ils m'ont fait une rallonge, évidemment. Ils ont doublé le truc. Et c'était cool parce que ça peut se faire intelligemment et parce qu'on peut se tromper. Certains éditeurs... alors moi, je contractualise pas ça. Je pose pas ça sur un contrat parce que je suis assez peu paperasse. J'aime pas dire... dans mon processus de travail, je vous donne accès à 2 revisites de... Je sais plus comment on dit ça. Enfin, en clair, qu'un éditeur a le droit de me dire, alors je te referai faire ça, ok. Ah oui, 2 retours. Voilà, 2 retours et qui vont me faire changer structurellement quelque chose. Quand j'ai travaillé pour Mattel, celui qui pour le jeu Geister qui avait gagné le Kinderspiel, dans le contrat, on me demandait de dire combien j'acceptais de retours. Je dis, mais je m'en fous en fait. Mais on est obligé de mettre dans le contrat. Je dis, je sais pas, c'est quoi en moyenne? Il me dit, je lui dis, surtout parce que moi, en fait, c'est pas tant que ça va me gonfler enfin, c'est pas tant que je perds des sous si je refais, parce que je sais que vous payez à la fin, mais moi, ça va me gonfler, en fait. Si je refais pendant 28 fois le truc, ça va me saouler. Mais tu vois, c'est là où je rebondis sur ce que je disais au tout début sur le côté professionnel amical, c'est que Mattel étant une boîte quand même qui a de l'ancienneté et qui est très carré, enfin je veux dire carré, je les connais pas, mais qui voilà. C'est les Barbie quoi. Voilà, une société à l'ancienne, comme je l'appelais. En fait, tu sens que derrière, eux, ils ont besoin de cadrer vachement plus les choses pour pouvoir se dire, ok, combien de retours tu nous autorises? Le contrat, il doit être vachement plus cadré que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Enfin, et de fait, ça va dans les 2 sens de protection. Ça protège aussi bien la société que la personne avec qui tu bosses en face pour pouvoir cadrer les choses. Mais tu vois, c'est ça qui me fait comprendre que, oui, c'est logique pour eux d'avoir ça et ils comprendront pas que ça soit autrement, en fait.
Alors, pour la petite histoire, pour le coup, Mattel, déjà, c'est sur la grosse différence, c'est que c'est une boîte de beaucoup de milliers d'employés, et Voilà. que c'est une boîte énorme, et que c'est très américain, surtout. Donc, moi, j'ai signé un pré-contrat de 42 pages qui annonçait le contrat de 90 pages. NDA, mon gars. Et en sachant que dans le pré-contrat, et donc en fait, c'était par l'intermédiaire d'un pote qui travaillait chez Mattel, en fait, que Brian Yu, qui est devenu un pote à SN, qui est un Américain, qui bossait à Mattel, parce que j'avais fait une illustration pour son mariage, en fait, sur Ghost Stories, parce que c'était un fan de Ghost Stories, et il m'avait dit un jour, j'aimerais bien travailler avec toi, mais quand tu es illustrateur, c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui fasse un métier où on fait appel à toi, en fait. Et je lui dis, mais tu fais quoi comme métier? Il dit, je travaille chez Mattel. Je lui fais, mais Mattel, il me dit des Barbies. Je fais, non, mais Mattel, des maîtres de l'univers, quoi. Il me dit, oui, c'est ça. Je fais, mais combien je paye pour bosser avec toi, quoi? Moi, je veux faire ça, en fait. Moi, je veux à un moment bosser pour Mattel, là où il y a eu Musclor, tu vois. et dans Deux Sabres et tout ça, tu vois. Et c'était le rêve. Et du coup, je me suis retrouvé à bosser à Mattel, mais j'ai bossé avec 2 gars, donc lui et Dave Tucker, qui sont devenus des amis. Hein, et je n'ai travaillé qu'avec eux deux, même si eux étaient pris dans un système beaucoup plus verrouillé, qui passait par beaucoup de paperasse. Moi, quand j'ai signé mon pré-contrat, dans l'amorce du mail, c'était faites ça avec votre avocat. Moi, j'ai appelé Brian, je lui ai dit, mais j'ai pas d'avocat, moi. Je sais pas vous, mais moi, j'en ai pas. Il m'a dit, ça serait bien. Je fais, non, mais vas-y, qu'est-ce que je signe quoi, que je renonce à tout et que j'ai rien le droit de dire? Il me dit, ouais, en fait, c'est ça. Je fais, voilà, c'est bon, je signe, quoi. Et j'avais signé ça. Moi, les 50% des jeux que j'ai illustrés, non, peut-être pas 50%, mais on va dire les 7-8 premières années de ma vie, j'ai pas ou peu de contrats. La majorité des contrats ont été signés avec un bon check de la main, top là, vas-y, on se lance. Oh là là, combien de personnes nous a dit ça, Théo? De cette génération, à peu près tout le monde, pour le coup. Ça a vachement évolué, ça, parce qu'il y a eu quelques histoires pas terribles, et donc je pense que ça a calmé un peu tout le monde, mais à une époque, effectivement, c'était la norme, hein, j'ai signé le contrat après la sortie du jeu, parce que c'était plus simple, quoi. Bien sûr, mais ça se faisait comme ça. Le top là, c'était la vie. Hein. Ça a plein d'avantages, ça a énormément d'inconvénients, et c'est pour ça que ça ne peut pas être une solution envisagée, mais c'est vraiment pratique pour plein de trucs. Mais, du coup, puisqu'on est dans le thème là, mais comment pour toi le milieu du jeu de société il a évolué en fait depuis le début de la première fois où tu as mis les pieds dedans, soit en tant que pro, soit même en tant que perso, et maintenant en fait, est-ce que parce que c'est énormément démystifié, le monde du jeu de société, ça s'est énormément ouvert, démocratisé même, pour pouvoir évoluer dans tous les réseaux familiaux et ainsi de suite. Enfin, on en trouve à Cultura, Leclerc et j'en passe. Du coup, comment toi de l'intérieur t'as vu l'évolution? Est-ce qu'il y a un côté, j'ai l'impression que la réponse va prendre 2h30. Comment tu ressens ça en fait, vraiment, pour dire, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Est-ce qu'il y a des choses qui sont été plus cadrées et c'est plus intéressant maintenant, mais bon du coup c'est plus relou à travailler, ou trouver des trucs? Est-ce qu'il y a un côté requin qui commence à émerger avec de nouveaux éditeurs? Est-ce qu'il y a quelque chose pour toi? Alors, je vais faire une réponse. Alors, je vais essayer la plus courte possible. Elle va juste durer 2h30, donc tu vois, ça va être bien. Non, je vais surtout essayer de faire preuve de pas trop de langue de bois et d'être plutôt sincère et honnête. Oui, s'il te plaît, ouais, c'est le plus important. Parce que c'est particulier. Moi, perso, à titre perso, cette évolution, pour la comparer, la première fois que j'ai fait un festival de Cannes, c'était en 2005. Je me rappelle aller au off, on était 35. C'est-à-dire qu'on était 35 personnes. J'avais acheté un jeu Amazon de Philippe Despalières et je lisais péniblement les règles du jeu qui n'étaient pas très bien écrites, faut être honnête. Je lisais péniblement les règles du jeu avec ma table de joueurs qui m'attendait assez impatiemment. On était donc 37 dans cette immense pièce. Et là, j'ai Monsieur Fall, que je ne connaissais absolument pas, qui me dit je peux me prendre en photo? Je dis oui, bien sûr. Et par la même occasion, Fall, tu veux pas, on se connaissait pas, je lui dis je peux vous appeler Monsieur Fall? Il dit oui, bien sûr. Je lui dis vous y avez joué à ce jeu? Parce que je veux bien que vous me l'expliquiez, parce que les règles sont pas claires. Il me dit mais c'est un auteur de merde, etc. Attends, et d'ailleurs, Philippe, espèce d'auteur de merde. Et il appelle Philippe Despalières. Philippe Despalières débarque à la table, donc c'était son jeu, c'était lui l'éditeur, et ils se sont retrouvés tous les deux à m'expliquer le jeu. Et moi je savais qui c'était, eux ne savaient absolument pas qui j'étais, puisque j'étais juste tout simplement personne, j'étais un pur joueur de base, c'est-à-dire j'étais personne du tout. Et je retrouve avec ces deux monuments pour moi du milieu ludique qui étaient en train de m'expliquer ce jeu.
qui, je suis désolé de le mettre maintenant, mais qui n'était pas très très bien à l'arrivée de l'aveu même de son auteur, je crois. Mais du coup, c'était très 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 bizarre parce que, voilà, on était 35 et il y avait ces deux espèces de monuments. Aujourd'hui, la dernière fois que je me suis approché du Off de Cannes, c'est-à-dire ça fait quelques années que je n'y suis pas allé parce qu'il y a trop de monde, ils étaient 3500 quand même. Et je trouve que c'est une assez belle analogie. Mais il y a toujours, je suis sûr qu'au Off de Cannes, vous pouvez toujours trouver un Théo Rivière, un Bruno Catala qui explique son proto. Ça, par contre, je suis sûr que c'est toujours possible. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est une analogie qui est cool, parce que ça veut dire que ça a décuplé, c'est exponentiel. Par contre, il y a toujours du bon là-dedans, en fait. Ça, c'est toujours assez cool. Après, sur le côté requin, en fait, bizarrement, pour en revenir à Asmodée, on a tendance, alors pour être complètement transparent, je suis éditeur de jeux et ma maison d'édition est distribuée par Asmodée. Donc je dis ça pour dire que je suis peut-être pas complètement objectif, mais il s'avère en l'occurrence qu'en toute sincérité, Asmodée, je les connais depuis bien longtemps, puisque j'ai travaillé avec Asmodée en tant qu'illustrateur en 2007, et que j'ai connu même avant de travailler avec eux, je les connaissais un tout petit peu en 2006. C'est beaucoup de chouettes personnes en fait, dans l'absolu. C'est une grosse boîte, donc il y a des trucs qui marchent pas, il y a des trucs qui marchent mal, il y a des trucs qui sont liés au fait que ce soit une grosse boîte qui du coup ralentisse tout, etc. ou machin, où il y a des trucs qui peuvent être mal perçus. Mais il y a plein de gens bien dedans en fait. Et pour le coup, je pense que, mine de rien, on pourra dire ce qu'on veut sur Asmodée. Aujourd'hui, c'est difficile de délier la place du jeu de société français à l'échelle internationale et du jeu de société moderne aujourd'hui de façon sur le plan international, sans parler d'Asmodée, de ce que ces mecs-là ont amené en fait, de ces 4 copains de base ont amené. Maintenant ils sont 400, c'est une boîte qui a des ramifications partout, mais on peut pas, c'est des gens, ils font partie de ceux qui ont créé le milieu du jeu de société, et on retrouve encore énormément de gens qui font partie de cette première vague. Mathieu Despnous, par exemple, de Cocktail Games, ce gars-là, il est là depuis 25 ans, peut-être plus, dans le milieu du jeu. Et c'est incroyable parce qu'on trouve toujours, malgré cette espèce d'explosion d'argent, de nombre de jeux, de nombre d'auteurs, de tout ça, on reste quand même sur un truc qui est quand même fait par des gens qui aiment vraiment ça. Et ça sauve un peu le truc. Après, on ne va pas échapper, on n'y échappera pas. À l'arrivée d'investisseurs, alors là je vais dire Hachette entre parenthèses, parce que Hachette arrive, pas parce qu'ils sont passionnés, c'est un gros groupe Hachette, hein, c'est un très gros groupe, beaucoup plus gros que Asmodée tout réuni. Ils viennent pas parce qu'ils trouvent que les jeux de société c'est cool, ils viennent parce qu'il y a de l'argent à se faire dans les jeux de société. Je dis pas ça, ça n'a aucun aspect négatif de dire ça. C'est normal que c'est un milieu qui, comme il a grossi, intéresse de plus en plus de monde. Moi, ce qui m'embêterait plus, c'est qu'on perde ce goût pour le jeu de société. Ces gens qui font ça que pour l'argent. Je crois pas que ça existe encore de trop. Il y a toujours des cas, bien sûr, mais il y en avait déjà il y a 20 ans. Hein. Mais je crois qu'on gardera comme ça, parce que c'est quand même un métier vraiment à part. Donc même si le milieu a énormément évolué, je pense qu'on va rester quand même sur une base plutôt sympathique. Et pour ce qui concerne les illustrations, juste on a de la chance, aujourd'hui les jeux sont beaux quoi. Aujourd'hui, en 2006, 2005, en fait c'est en 2003 que tout a changé. Même, je dirais plutôt 2000, mais j'ai plus les dates en fait. Il y a un éditeur qui est arrivé et qui a dit on va tout changer, c'est Days of Wonder. Days of Wonder ont réussi à sortir des jeux d'une beauté absolue, mais sur tous les points, illustratifs, maquette, lisibilité des règles, lisibilité du plateau, c'était incroyable. On ouvrait un jeu, on pouvait y jouer, les règles étaient claires, limpides, tout était nickel, les chevaliers de la table ronde, encore une fois, c'était un truc maboule. Quand on l'ouvrait la première fois à l'époque, en 2005, c'était maboule. Il y avait des jeux très bien illustrés avant. Il y avait le Mare Nostrum illustré par Franck Dion qui était très beau. Il y avait Zombie, la blonde, la brute et le truand chez Asmodée de Nico Normandon. C'était un des plus beaux jeux que j'ai jamais vu. Et ça l'est encore aujourd'hui, hein, je l'ai toujours dans ma collection, c'est incroyablement beau. Mais Days of Wonder a vraiment réussi à faire tout. La maquette, la lisibilité, le matériel, les figurines, tout est tellement classe que ça a tout changé. Les années passant,
les standards ont augmenté et du coup aujourd'hui ça a plus de sens de faire un jeu moche. On peut pas faire un jeu moche. Théo, tu relates toi sur le... toi aussi tu commences quand même à avoir ta petite carrière et depuis sur le jeu de société. Est-ce que tu relates sur le côté évolution en vrai toujours pas aussi passionnel? Oui, sur pas mal de trucs, effectivement, notamment sur des fois ce que les gens ont un peu peur et qui est pas vrai, qui est la puissance d'un Asmodée ou de grosses maisons d'édition, qui restent des maisons d'édition qui sont possédées et dirigées par des gens qui aiment le jeu à la fin. Et c'est assez agréable. Moi j'ai eu l'occasion de croiser les dirigeants d'Asmo et c'est des gens adorables qui effectivement... on gravite pas forcément dans le même univers, vont plus facilement mettre une belle chemise et un beau costume, mais qui restent des gens qui tutoient leurs employés, qui sont chouettes, qui, quand tu leur parles de Seven Wonders, ils voient ce que c'est, qui ont vraiment une connaissance du milieu et qui... c'est pas des gens qui vendraient des chaussettes de la même manière, quoi. Vraiment, pour moi, il y a vraiment pas ça. Après, c'est quand même... Et moi, c'est une de mes craintes du moment, même si je pense que je la surcrains un peu parce que je suis pas un auteur de locomotive et donc ça doit m'inquiéter plus que ce que ça devrait. Mais on a vu quand même des maisons d'édition être absorbées par des grands groupes et se concentrer aujourd'hui plus sur des spin-offs ou des versions à licence ou des suites plus ou moins spirituelles de leurs jeux à succès. Et ça, c'est un des grands shifts que je pense a pris le milieu ces 5 dernières années et qui peut être un petit peu inquiétant et qui montre le fait que, pour le dire clairement, aujourd'hui, si jamais Days of Wonder décide de faire un nouveau jeu, il aura très certainement moins de chances d'être un best-seller que s'ils font une nouvelle version des Aventuriers du Rail. Et donc, en réflexion pure et dure, je prends Days of Wonder comme exemple, mais c'est vrai pour pas mal de boîtes, en réflexion pure et dure, Days of Wonder va plus sortir d'Aventuriers du Rail que d'autres choses. On le voit quand on regarde les dernières sorties de Repos Productions, de Libellude ou les dernières annonces de Days of Wonder, même des Space Cowboys, on voit plus de suites et de travail autour de ces licences qui fonctionnent bien. Mais c'est vrai aussi aujourd'hui sur des plus petites maisons d'édition. Et ça, moi, parfois, ça m'effraie un petit peu de qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que dans 5 ans, on n'aura plus que chez ces grands studios qui, je rejoins Pierron en plus, ont parfois chapeauté ou forgé un peu le jeu de société contemporain. Est-ce qu'on verra plus que des versions Star Wars, Marvel, des spin-offs, des versions de joueurs et des versions Legacy? Je suis pas sûr. J'espère vraiment pas parce que ça serait un petit peu triste. Alors, je me permets juste... désolé, Zef. C'est rigolo parce que j'ai eu exactement cette conversation avec Christophe Arleston, donc le scénariste de l'Enfance de Troie, Troll de Troie, etc., hier à l'apéro, et qui me disait, en fait, il faut pas non plus oublier qu'on est dans une période très particulière depuis 1 an et demi, et que la valeur refuge est quelque chose de prépondérant, en fait. C'est-à-dire que dans le contexte aujourd'hui, et il est vrai même en période pas forcément de crise sanitaire, mais de crise économique, etc., la valeur refuge est importante. Lui, aujourd'hui, c'était quand même un scénariste de BD et un éditeur de BD quand même assez connu, et qui a fait des gros best-sellers. Comme il dit, les nouveautés que je pourrais sortir aujourd'hui marchent beaucoup moins bien. Non, il semble que je suis plus vieux, peut-être moins de qualité, ou j'en sais rien, mais il a dit, mais objectivement, mes nouveautés vont moins bien marcher, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui débarque dans une librairie, il a besoin d'être rassuré, et il va aller vers un doudou, vers une valeur refuge, vers un truc qu'il connaît, vers un truc qu'il sait, ou qu'il sait que c'est bien. Et je pense que dans le jeu de société, on a aussi cet aspect-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeux, comme les Mr. Jack, comme les vieux jeux, en fait, qu'on remet au goût du jour, parce que c'est des valeurs refuges, les Aventuriers du Rail, etc. Mais j'ai les mêmes craintes que Théo, et qui, je pense, sont complètement justifiées. Aujourd'hui, soyons clairs, un éditeur va avoir de plus en plus d'employés, un gros éditeur va avoir de plus en plus d'employés, de plus en plus d'enjeux, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler ses valeurs refuges, travailler ses classiques, et faut pas oublier que c'est les gens qui demandent à acheter ça aussi. Si les gens arrêtent d'acheter ça, il y aura plus. Si les gens arrêtent d'acheter les Aventuriers du Rail, il y aura plus les Aventuriers du Rail. Si les gens veulent plus voir de jeux Marvel, ils arrêteront d'acheter des jeux Marvel, mais les jeux Marvel se vendent encore. Et ça, c'est les gens qui achètent, c'est pas que les boutiques qui les vendent, c'est les gens qui achètent. Donc tant qu'il y a une demande, c'est normal que les gens travaillent là-dedans aussi. Oui, je pense qu'on a tous notre part de responsabilité là-dessus, quoi. En tant que joueur, en tant qu'éditeur, illustrateur, consommateur, auteur, c'est un truc croisé, quoi.
Oui, bien sûr. Et puis, il y a aussi un côté vache à lait qui permet de produire autre chose. En vrai, si demain, toutes les déclinaisons Marvel de quelque chose, d'un jeu, fonctionnent facilement, c'est parce que c'est facile à produire, ça demande moins d'argent en amont pour le mettre sur le marché, et à côté de ça, ça engrange de l'argent pour pouvoir sortir un autre projet X à côté, qui lui sera peut-être plus frileux, qui aurait été plus frileux dans un autre cas. Donc du coup, qui est possiblement quelque chose qui va sortir à côté, qui va exploser, qui va trouver son marché ou pas, mais au moins on aura pris une certaine sécurité avec quelque chose qui fonctionne bien, quoi. En général, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Ouais, après, bon, je vais pas forcément parler des sites, parce que pour le coup, les Marvel, les trucs comme ça, les Disney qui ont beaucoup la cote en ce moment, c'est on va dire que tout le monde peut pas se permettre. Tu vois, tu disais c'est plus simple en amont de mettre en place un truc comme ça. Je pense que payer une licence Marvel, ça doit coûter quand même assez cher à mettre en place en amont. Je pense pas que tout le monde puisse le faire. En l'occurrence, il y a un truc, par exemple, il y a une grande mode qui a été lancée entre guillemets par Blanc Manger Coco, Limite, etc. sont les jeux vulgaires. C'est les jeux provoques, c'est les jeux comme ça. Moi, ça, c'est quelque chose, parce que ça correspond pas à mes goûts. Donc, je dis pas que c'est nul, je dis juste que ça correspond pas à mes goûts. Moi, ça, c'est un truc qui me pose vraiment problème. Je faisais les courses récemment, j'ai vu des boîtes de jeux de société dans le rayon de jeux de société, des Blancs Manger Coco, des trucs comme ça, des titres, rien que les titres, on voit où on va, on y va vraiment. Et ça, c'est plus une... Je vois plein de gens qui disent on pourrait faire une version 18+, ouais, vous êtes peut-être pas super obligé, ouais, mais ça se vend. Ouais, mais à la fin, quand tout le monde l'aura fait, ça se vendra plus, quoi. Bah, il faut peut-être passer par là mais du coup, ça crée des crises, en fait. Ça crée des soucis aussi. Est-ce que c'est l'annonce officielle de Foufoufou 18+, parce que j'étais pas au courant, quoi. Ouais, je suis pas sûr qu'on fera un Foufoufou 18+, à moins que vous soyez turbo chaud pour le faire, mais je pense vraiment pas qu'on le fera, non, ça c'est sûr. Non, je crois qu'on n'est pas... Je rejoins un peu ton sur ce côté-là, où même si moi j'aime la vulgarité et globalement je suis assez sonore et dégueulasse avec grand plaisir, je me retrouve pas forcément dans tous ces jeux sur plein de petites raisons. Certains me plaisent, mais vraiment pas tous. Donc il faudrait qu'on trouve un truc qui nous satisfasse pleinement pour se lancer dans cette direction-là, c'est sûr. Oui. Je pense aussi. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, j'ai barré toutes les lignes du conducteur, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour dessus. Et Théo, est-ce que j'oublie quelque chose? Est-ce qu'il faut que je rajoute un truc? Non, je crois que c'est cool. On a parlé effectivement de plein de sujets, et notamment une des raisons de cette émission, et ce n'est pas que pour appuyer sur le truc, mais c'est quand on a eu Anne et Camille, c'était très agréable de discuter illustration, mais c'est deux illustratrices qui bossent dans le monde du jeu depuis 5-6 ans maintenant, donc ont un regard qui est fondamentalement différent du tien, Pierrot, qui a commencé il y a un peu plus de temps. Donc merci de nous avoir partagé un peu ces retours de grands anciens du monde du jeu, quoi. Ah, ça va, grand ancien, ça va. Vieux briscard, c'est plus puissant quand même. Ah ouais? Le vieux ça, moi, au début de l'émission, bien, vous m'avez chauffé, je me suis dit merde, ça y est, ils vont être désagréables et tout. Non, moi, j'aime bien ce Respectez vos côté, amis. vieux briscard. Moi, j'aime bien cette expression, je la trouve cool en vrai, donc c'est pour ça. Non, mais c'est clair. Non, mais après, cela dit, c'est un statut que j'assume assez bien et qui est cool. C'est cool de pouvoir dire je suis vieux dans un milieu, en fait. C'est vraiment très très cool. Je pensais pas, il y a le Pierrot de 2005 aurait jamais imaginé une seconde qu'il pourrait être pendu à un micro en ayant trop chaud, parce qu'il fait vraiment très très chaud, à répondre à une interview sur ma carrière dans le milieu de jeux de société. C'est rigolo. Oh bah écoute, c'est avec grand plaisir là pour le coup. Un plaisir entièrement partagé. Oh, c'est beau. Merci. Tout cet amour. Écoutez, Ouais. je pense qu'on en a fini. Je vais encore une fois très mal clôturer cette émission parce que je ne sais jamais le faire correctement. En commençant par vous remercier tous les deux, toi Théo pour avoir fait tout l'amont de l'émission parce que t'as quasi tout fait, et toi Pierrot pour avoir répondu positivement et venir parler de tout ça pendant les 40 minutes d'émission qu'on avait prévues. Pierrot, où est-ce qu'on peut te retrouver en général sur la sphère internet? Alors plutôt sur Twitter, j'aurais envie de dire. Facebook étant plutôt... En fait, j'ai une énorme flemme de faire travailler mes réseaux sociaux sous l'aspect professionnel, donc j'essaye de faire un peu Instagram, mais c'est un poil trop jeune pour moi. J'essaye de faire un peu Twitter parce que c'est plus rapide pour moi, et Facebook, j'ai complètement laissé tomber ma page pro, truc comme ça. Mais Twitter, Facebook, on me trouve toujours à peu près dans le coin, ouais. Ok, très bien. Quand est-ce qu'on te voit dans les live Twitch de Théo? Je sais pas si j'aurai un internet assez puissant pour faire apparaître ma tronche ou mon écran sur un live Twitch, tu vois, parce que ça fait très longtemps que j'aimerais faire ça.
Et j'aimerais bien rêver, venir pourrir un live Twitch de Théo, mais je suis pas sûr d'avoir l'internet qui suffirait. Bah, t'es souvent dans le chat déjà, c'est pas mal. On peut te poser des questions la plupart des matins, si on lurk un peu, souvent t'es là, on peut te poser des questions. C'est ça. Trop bien. Ok, messieurs, merci encore à vous de votre disponibilité, votre bienveillance et votre joie à venir ici. Théo, je te remercie 1000 fois encore de tout ça. Comme d'habitude, merci à toi, c'était une cool émission. Très très cool. On se retrouve dans 2 semaines normalement, si tout va bien. Et puis voilà, prenez soin de vous, éclatez-vous et tout ça. Des bisous. Des bisous. Ciao. Ciao. Fin de transmission.